Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard et aujourd'hui, c'est le making-of des films 5 et 6, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Donc, je reçois à nouveau Kevin et Elisabeth pour discuter de la production de ces deux films. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Oui, toi? Ça va bien, toi? Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Je suis Ben contente ouais. de vous retrouver autour de la table. Tu t'es ennuyé? Ouais? Ouais. Ouais, tout moi l'été a aussi. C'est passé. ça. Elisabeth, on s'est vu récemment pour Oui. ton balado que tu as lancé, Inspire-toi, bravo. Merci. Inspire-toi, c'est le nom du podcast. Oui. Ben, merci de m'avoir reçu, puis Oui. bonne chance, puis félicitations Merci. pour ton propre balado. Et là, dans le fond, c'est ça, pour notre analyse de la production des films, notre discussion, je fais juste rappeler qu'on a lu encore une fois le même livre qui s'appelle Harry Potter, Pages to Screen, un gros grimoire officiel qui détaille vraiment la production des films en passant par les décors, les costumes, le casting même, et d'autres petites anecdotes. Beaucoup de choses. Oui. Ouais. Alors, le dernier épisode qu'on a fait, évidemment, c'était sur le 3e et 4e film. Ça s'est terminé, c'est ça, avec le retour de Voldemort. Puis, un excellent film, le 4, comme on disait. Ouais. Et là, le 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Moi, je vais juste répéter encore une fois, puis je l'ai souvent dit dans le balado, David Yates, qui est le nouveau réalisateur dans le 5e film, et 6 et tous les autres, Ouais. et même les Animaux Fantastiques. Pas mon préf, mais là, on dirait qu'en lisant les chapitres, là, on va en discuter plus, mais je sais pas. On dirait que On comprend plus ses choix. Oui. Ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais Non. on comprend plus ses choix en On comprend lisant ce qui est plus, écrit là. exactement. Il y a des Ouais. choses que, comme, je regarde encore le 5, même si ça fait 30 fois, puis je suis comme, pourquoi? Ah oui, j'aime. Mais là, j'ai compris un peu plus pourquoi. Et comme tu dis, pas évidemment d'accord, mais au moins. David Yates, nouveau réalisateur. Puis David Yates, lui, c'était pas comme Alfonso Cuarón ou comme Mike Newell ou même comme Chris Columbus. Tu sais, il En avait tout. pas fait Pas de fait grand-chose, cinéma. là. Un film. Puis Un il était film. plus dans la télé. Ouais. Mais David Heyman, que je rappelle qui est le producteur, voulait vraiment que ce soit lui. Mhm. Je comprends pas. Ils n'ont pas tant donné de contexte, à Non. part peut-être qu'il était un bon fit pour le côté politique Ouais. qui était plus présent C'est ce qu'ils dans ont dit. l'Ordre du Phénix. Ouais. Ben, je pense que c'est sur ça qu'ils disent aussi qu'ils avaient tourné davantage des trucs plus politiques puis du trafic sexuel. Là. OK. Fait que j'ai l'impression que c'est à cause de cet aspect-là, parce que justement, il dit que le ministère de la Magie arrive à cette... Tu sais, on le voit un peu plus dans le film 5, là. Fait que je crois que c'est pour ça que David Heyman, il voulait l'avoir, là. Il s'est présenté à son entrevue, puis il l'a un peu raté en disant « Oh, gars, moi, je sais pas ce que je fais ici, bye. » Puis là, David Heyman l'a rappelé, puis il était comme « Gars, on va aller rencontrer les producteurs ensemble, ça va bien se passer. » Puis une fois qu'ils ont rencontré, les producteurs étaient comme « You have the gig, genre, la job est à toi. » Puis là, il était comme « OK, genre, je comprends pas trop On ce qui dirait est qu'à arrivé. » chaque fois, le monde qui se font choisir, c'est tout le temps des genres d'histoires de même. Ils n'ont jamais été bons, puis ça donne que... Bon, ils l'ont. Ouais. Ils ont Ben, foutu ça leurs affaires, m'étonne. ça a chié, puis... On dirait que c'était tellement un processus rigoureux pour le premier réal, Chris Columbus. Ouais. Puis là, rendu au 5e, c'est genre, bah, lui, il ferait Ouais, l'affaire. c'est ça. OK. Tu sais, c'est pas encore plus, justement, un processus T'as plus intense. besoin de starter une franchise, là. Ouais, Elle est déjà c'est vrai. startée. C'est Mais en vrai. même temps, c'est tellement dangereux de mettre quelqu'un juste comme ça. Tu sais, ça pourrait faire tout crasher les films, là. Ben, tu sais pas exactement ça va ressembler à quoi, mais c'est peut-être ça qu'il aimait. C'était comme quasiment Ben, je les ai de trouvés carte blanche. audacieux, là, moi, là, ben, vraiment. c'est correct, là, ça a marché, mais tu sais, un film, genre, puis plein de séries, arriver à un budget de 300 millions sur Harry Potter, il a là. C'est vrai, pareil. Hein. Puis là, dans le fond, Mike Newell, qui était le réalisateur du 4, il a invité David Yates à aller prendre une bière pour, genre, officiellement passer le flambeau. Il y a eu aussi un appel avec Alfonso Cuarón, puis tu sais, tout ce qui s'est fait dire, en gros, c'est comme ça va bien se passer, t'as quand même beaucoup de liberté, tu sais, dans ce que tu veux faire, puis dans tes idées, puis dans ce que tu vas, comme, amener à la table. Puis, ben, ça a été une belle expérience, évidemment, comme il est resté jusqu'au dernier film, et comme j'ai dit tout à l'heure, et a continué avec les Animaux Fantastiques. J'ai aimé, par exemple, excuse-moi, là, Ouais, ben j'ai non. aimé cette solidarité-là, moi, entre les réalisateurs. réalisateurs, ouais. Tu sais, dans le sens que Alfonso Cuarón, là, ça faisait déjà un film qui était plus là. Puis Ouais. il a quand même pris la peine d'appeler Yates pour, tu sais, comme l'encourager, le féliciter, peu importe. Puis tu sais, le passage du flambeau aussi, j'ai trouvé que c'était quand même, c'est ça, une belle solidarité de « Hey, si t'as des questions, tu sais, hésite Ouais. pas, là, je vais t'aider. Ouais. C'est fair. » Oui, vraiment. Full.
Il y a le scénariste aussi qui est différent pour ce film et ce film-là seulement. D'habitude, c'est Steve Knowles. Puis là, lui, il avait besoin d'un break. Je sais pas pourquoi, mais il avait besoin d'un break, je pense, parce que le 4, ça avait été quand même intense là, comme adaptation en scénario du livre au film. Donc là, on a un scénariste du nom de Michael Goldenberg qui a écrit le scénario pour L'Heure du Phénix. J'ai pas plus de notes sur ça. Ben, à part que Michael... c'est parce que Michael Goldenberg, ce qui me ferait, c'est qu'il a écrit Green Lantern, qui a pas été si bon que ça. Peter Pan, qui a été correct, là. Quel Peter Pan? Le Peter Pan, pas avec Robin 2006, Williams, là, mais ouais, en 2006, c'est ça. OK, whatever. Artemis Fowl puis Contact, c'est pas des grands films, fait que ça m'a surpris je trouve que sont allés vraiment audacieux dans le choix du scénariste et du nouveau réalisateur, deux nouveaux, dont deux qui n'ont pas tant d'expérience, je trouve, puis qui n'ont pas fait des grandes choses. Puis ça paraît un petit peu. Mais qui sont en plus des gens que, tu sais, c'est deux morceaux clés là, dans ça. Là. Fait que, tu sais, mettons, si tu plantes, là, tabarouette, oui. Tombe en ruine. Là. C'est quasiment comme s'ils se sont dit, c'est tellement sûr que le monde va aller voir le film anyway puis qu'on fait de l'argent avec ça, qu'on peut se permettre peut-être d'être audacieux, comme tu dis, puis quasiment de, pas de pas se forcer, mais de pas justement auditionner 15 réalisateurs non plus, là. Ouais, je suis sûrement qu'il y en avait là, une trolley qui aurait voulu l'écrire Harry Potter, des vrais, pas des vrais, excuse-moi. Mais des plus expérimentés, des plus expérimentés pour le rôle. Ouais. Il y en a sûrement beaucoup là, qui se seraient offerts, là. Je suis sûr. Ouais. Mais on a pris Michael. Oh, OK. Puis, comme tu étais un peu en train de dire, ça paru, tu sais, David Yates, il dit lui-même que clairement, il a fait une meilleure job avec Le Prince de Sang-Mêlé que L'Ordre du Phénix. Il a pu comme se reprendre pour des choses, je pense qu'il n'était pas 100% satisfait d'avoir fait dans L'Heure du Phénix. Là, j'ai pas des exemples exacts, mais tu sais, c'est normal. C'était son premier film d'Harry Potter et son premier, disons, gros film box-office, là, donc... Bien, un peu plus tard, moi, j'en ai un exemple, là, peut-être si on veut le mentionner tout de suite, là, mais quand il parle justement du choix qu'ils ont fait de mettre moins la relation avec Sirius. Ah ouais, OK, bon, on peut en parler tantôt. Ouais. Mais oui, en effet, c'est un bon exemple. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'il avait dit. Bon, fait que bref, pour conclure un peu sur l'arrivée de David Yates, il y a Emma Watson qui hésitait à revenir. J'avais peur, moi. J'avais vraiment peur. En lisant? Non. Finalement, ils reviennent pas. Je me rappelle à l'époque, quand les films sortaient un après l'autre, il y avait eu cette rumeur-là de le cast peut-être qu'il allait changer à partir du 5, justement, après le 4, parce que, bon, il allait trop vieillir. Moi, j'étais comme genre, ils peuvent pas faire ça, ça marchera pas. Les gens seront vraiment pas d'accord. Puis là, Emma et même Tom, à un moment donné aussi, qui commençait à moins aimer la job d'acteur. Mais je suis content qu'elle soit restée. Dans le fond, ce qu'elle aimait moins, c'était comment ça affectait ses études, puis comment ça affectait aussi sa vie sociale, puis le temps qu'elle avait avec ses amis. Puis évidemment, tu sais, elle réalisait qu'elle aurait jamais une vie normale à cause de la célébrité qu'elle aimait aussi. Tu sais, elle savait que ça amènerait tout ça, participer à Harry Potter. Mais comme, c'est drôle parce que dans les exemples, ça disait... qu'elle voulait jouer genre au hockey. Ouais. Puis là, ils ont dit qu'ils l'ont accommodé finalement comme lui permettant de prendre des cours de danse peut-être comme sur place ou des trucs comme ça, là, d'avoir des activités. Plus, Mais c'est ça. C'est 180 jours dans ton année où tu ne fais que travailler. Tu sais, je pense qu'on peut comprendre quand même parce que depuis le début qu'on fait ces épisodes-là, on parle à quel point ça change. Tu sais, les réalisateurs changent parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont pas nécessairement envie de passer 7 ans de leur vie à tourner des films, alors que les acteurs, eux, ils se doivent de faire ça. Fait que c'est 7 années, même 8, à cause qu'il y a eu 8 films. C'est 10 ans en tout, en fait. Tu sais, c'est ça, là. Ça finit plus, là. Fait que eux, c'est sûr que c'est 10 ans de leur vie qui est hypothéqué. Fait que c'est normal, je pense. Ça, c'est rien, là. Là-dessus, on rajoute pas la promotion qu'ils font. Puis je m'en vais au Japon. Puis, c'est beaucoup de temps. Puis je la comprends, Emma Watson, de s'être posé la question. Puis de s'être dit, ish. Puis finalement, bon, elle dit oui, je reviens. Puis là, elle était un peu intimidée par l'arrivée de David Yates parce qu'elle dit que contrairement à Mike Newell, qui était très extraverti, tu sais, qui blaguait, là, c'était comme l'ami de tout le monde, là, David Yates, lui, plus introverti, tu sais jamais vraiment ce qu'il pense. Fait qu'elle, ça l'intimidait. Mais par contre, c'était, disons, dans le trio, là, c'est elle qui connaît le mieux Harry Potter, c'est elle qui connaît le mieux son propre personnage. Fait qu'elle a pu comme développer un certain lien avec David Yates parce qu'elle était capable de comme peut-être lui fider certaines informations comme Hermione a fait ci de même ou ça comme ça, ou ici, ça se passe parce que dans le livre, il arrive ça. Donc, finalement, elle a pu comme bien s'entendre avec David Yates, puis ça a été quand même une bonne expérience là, de ce qu'il dit dans le livre, là, de manière générale, David Yates avec les acteurs.
Daniel Radcliffe l'a beaucoup aimé, Rupert Grint aussi, et surtout Tom Felton, qui était plus sûr, lui aussi, comme tu disais, à propos du acting, mais que Yates lui a redonné le goût, surtout grâce au 6e film. Oui, il y avait une belle partie dans le 6e film aussi. Oui, on va en parler tout à l'heure, mais wow. Là, la section qu'on va commencer. La section. On va parler des nouveaux acteurs, des nouveaux personnages, des nouvelles créatures. Bref, les nouveaux personnages qu'il y a eu dans le 5e film. À commencer par Tonks, qui est joué par Natalia Tena. Je sais pas si quelqu'un veut... j'ai pas grande note là, sur Tonks, mais Natalia Tena connaissait pas grand-chose d'Harry Potter. C'est souvent, les acteurs qui sont pris, c'est soit ils connaissent rien de ça ou ils connaissent vraiment ça. Il y a comme pas trop d'entre-deux. Là. Ou c'est leur famille qui leur disent non, tu vas le faire, c'est important. Mais non, il n'y a pas grand-chose à dire sur elle, à part que je pense que son casting fonctionnait quand même très bien. Là. Ça fitait avec ce que je m'imaginais de Tonks. Elle parlait, tu sais, dans le livre, ça, j'ai pas de note là-dessus, mais je me souviens, dans ma lecture, elle disait, tu sais, qu'elle s'est beaucoup reconnue parce que elle était du genre à beaucoup changer sa couleur de cheveux, tout ça. Fait que quand elle a vu que Tonks faisait ça, elle était comme, tu sais, ça fit avec moi, tu sais. J'ai pas noté ça non plus, mais je me rappelle aussi, elle disait que quand elle était plus jeune, vraiment le tout jeune âge, là, elle était sûre que c'était des sorcières qui l'avaient comme déposée chez ses parents. Puis dans le fond, c'est ça, elle était peut-être une sorcière, peut-être qu'elle fitait pas là, dans sa famille, je sais pas. Il y avait pas plus de détails, mais c'est ça. Était peut-être prédestiné au final à participer au film d'Harry Potter. On a George Harris qui joue Kingsley. Pas de note là-dessus, mais bref, juste pour dire son nouveau personnage. Ça marche en tabarnouche aussi, là, je le trouve assez awesome. Il est insane, il est pas assez là. J'aurais pris plus. Il devient ministre de la magie quand même à la fin. Fait que non, il était hot. Il y avait un beau look. C'est le fun. Mais il parle beaucoup, je pense, de son costume aussi. À quel point que son costume est tellement extraverti puis extravagant, mais que lui, sa personne est super posée, doux, puis calme, tout le temps en contrôle de la situation. T'sais, moi non plus, j'avais pas pris de note sur ça, mais je me rappelle de ça dans ma lecture, comme quoi que c'est ça. C'est vrai qu'il incarne vraiment ça à la perfection. Tu lui fais confiance, là. Evanna Lynch, Luna Lovegood. Ils ont passé des milliers et des milliers de filles en audition pour trouver Luna. Puis là, il y avait 3 actrices à la fin. Mais aucune d'elles était Luna. Pouvait jouer Luna devant la caméra, mais était pas Luna. Fait que là, ils ont fait d'autres auditions. Ils ont vraiment fait un open call. Puis là, il y a 15 000 adolescentes qui se sont présentées, dont Evanna Lynch, qui voulait vraiment y aller. Elle était vraiment attachée au personnage de Luna. Elle lisait les livres, elle était full fan. Mais fait cocasse, là, par rapport aux gens qui se sont présentés, moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je pensais que t'allais dire, moi, je suis allée. Non. J'étais comme... J'aurais aimé ça, mais dans les 15 000 filles, il y avait des femmes dans la quarantaine qui se sont présentées. Puis je me disais, voyons, à quel point ça ne fit pas avec le casting, là. Tu sais, à moins que tu aies l'air ultra jeune, là. Je pense qu'il voulait aller se faire remarquer, peut-être pour d'autres rôles après. Peut-être, là, mais... Quand c'est des open calls comme ça, puis vraiment n'importe qui peut y aller. Il y a sûrement dû avoir des gars aussi, tu sais, là. Bonjour. Oui, peut-être. Puis, tu sais, je veux dire, ils l'ont vu arriver, puis ils se sont dit, c'est elle. C'est elle, elle est Luna. Puis, J.K. Rowling, après, elle a comme... Quand elle a vu que c'était Evanna Lynch qui avait le rôle, elle s'est rappelée qu'elle avait déjà eu une correspondance avec Evanna Lynch il y a quelques années auparavant. Puis, elle faisait de l'anorexie. Oui, elle était à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Puis elle écrivait à J.K. Rowling qui répondait. Ou qui a répondu. C'est quand même cool. Ben vraiment. Ouais. T'écris à J.K. Rowling puis elle te répond. Ouais. En plus, tu joues dans le film. Elle lui disait que c'était elle, Luna, là, tu sais. Elle sentait. Puis, tu sais, quand elle s'est présentée aussi au casting, là, elle savait tout de Luna. Tout. Ouais. Mais après, quand elle a eu le rôle, les boucles d'oreilles en radis qui ont été faits rouges par la fille des accessoires, whatever. Puis Luna était comme non, sont censés être orange. Dans le livre, ça dit qu'ils sont oranges. Puis elle les a fabriqués elle-même. Donc, celle qu'elle porte dans le film, c'est sa propre création. Puis elle a fait aussi d'autres bijoux de Luna. Elle a travaillé sur son rôle. Ouais. C'est ça. Elle s'est mise à 100% là-dedans. Là. Dolores Ombrage, qui est interprétée par Imelda Staunton. Oui. J'ai vraiment pas beaucoup de notes sur ça. Moi, j'en ai quelques-unes. J'adore Imelda Staunton. Là. C'est une super actrice. Ceci dit, moi, quand je m'imaginais Dolores Ombrage, je m'imaginais Pam Ferris. Pam Ferris qui a fait la tante Marge
dans le 3e. OK. Ou, pour les plus vieux comme moi, Miss Trunchbull dans Mathilda. Bon, je trouve qu'au niveau physique, look, ça aurait tellement mieux fité Pam Ferris, mais au niveau où on s'attache quand même au personnage, qui est pas épeurante, là, Dolores Ombrage dans l'histoire. C'est quelqu'un qui est vraiment gossante, chiante, mais pas épeurante. Pam Ferris, elle aurait été un peu plus épeurante. Imelda Staunton, on avait Madame au chat, puis ça fonctionnait. T'sais. Fait que les deux castings auraient été bons, mais Imelda, je l'ai adorée. Ben, c'est parce que je pense qu'on finit tellement par en fait, on la déteste déjà à l'avance à cause des livres. Sauf que quand on écoute le film, elle est tellement bonne à détester alors que justement, elle a l'air en apparence d'une petite madame toute douce, toute fine. Toute petite. Oui. Puis de ce que j'ai lu aussi, que ça, je m'étais même pas rendu compte de ça quand j'écoutais les films. Les degrés de rose de ses habillements changent selon l'importance qu'elle prend dans le film. Et l'émotion qu'elle ressent dans la scène. L'émotion qu'elle ressent dans la scène. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme, j'ai jamais porté attention à ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, comme avec les centaures, là. Oui, c'est ça que ça dit, que c'est le rose le plus foncé, rendu à la fin, là, la dernière scène où on la voit dans le film. Là. On en parlera plus tard, mais Voldemort aussi, sa robe a fait ça dans le 7e film. On verra. Mais oui, les costumes, ils jouent beaucoup avec les tons, tout ça. Exactement. Ouais. C'est rose en tabarnouche. C'est vraiment... C'est fuchsia, même, là, tu sais. Pas nouveau personnage, mais dans un sens un peu, Maugré. Ouais, j'allais mis Motu. Parce que ça, c'est quelque chose... Puis je l'ai abordé dans mon analyse de la coupe de feu, je pense, brièvement. Là, dans le fond, dans le film, je veux dire, il n'y a pas de moment... Sûrement qu'il y a un moment dans le livre, mais je t'avais de recommencer à lire le 5e tome, ça fait longtemps. Il y a probablement un moment dans le livre, peut-être un échange entre Harry puis le vrai Maugré. C'est comme « Allô, c'est moi le vrai Maugré. » C'était clairement pas moi ton prof l'année passée. Puis Harry qui réapprend à connaître Maugré qui est le vrai, tu sais. Alors que dans le film, ben Maugré se présente au Private Drive au début, puis Harry est genre « Ah, allô, OK, vous venez me chercher. » Mais il y a comme pas ce moment-là, mais il y a quand même eu cette discussion-là entre Daniel Radcliffe, qui en a parlé avec David Yates, pour voir comment la relation entre les deux pouvait être jouée différemment à l'écran, mais ils ont à peine de moments ensemble, fait que ça paraît pas tant, mais il y avait vraiment une complicité qui s'était... une complicité. Il y avait quand même... Ça a été son prof, puis on le sait que le faux Maugré, il s'était rapproché d'Harry, puis tout ça. Alors que là, c'est comme repartir à zéro. Fait que ça, quand tu le regardes de même dans le film, ça peut paraître un peu que justement, ils se connaissent pas, tu sais. Ils ont fait un peu comme si rien n'était. Moi, j'ai trouvé ça un peu douteux comme choix de relation. Dans les dialogues, il n'y a rien qui indique. C'est comme si rien n'était. Mais I guess que si vraiment tu regardes, ils ont à peine d'échanges, tu pourrais te dire, dans le fond, c'est froid. Je sais pas. Oui, c'est ça. Il y a peu d'échanges, donc ils sont loin. La discussion a eu lieu. Donc, est-ce que, je sais pas. Je trouvais ça douteux. Mais je trouvais ça intéressant quand même parce que ça, c'était quelque chose qui me gossait. Donc, juste de savoir au moins que ça a été pris en considération quelque part. Grope. Le frère d'Hagrid, le demi-frère d'Hagrid. Oui. Fait à l'ordi entièrement, mais mouvement et expression faciale basés sur les vrais mouvements d'un acteur qui s'appelle Tony Maudsley. Fait que c'est pour le visage de Grope. Voyons, Grope. C'est dur à dire comme nom. Groupie. Je pense. Groupie, ouais. Appelons un groupie. Groupie. Ressemble au visage de l'acteur en quelque part. Là. Surtout les yeux, là. Ouais. Là, dans le livre, il y a une photo, là, puis tu le vois là, un peu, là, que ça ressemble. C'est ça. C'est la première scène qu'ils ont tournée, ça aussi. Oui. Première scène tournée. Tu commences avec lui, out of nowhere, qui connaît rien, qui s'en vient là, puis salut, on tourne. Ils ont construit une vraie tête grandeur nature du géant pour pendant les scènes avec Hermione, Harry, Hagrid pour que le highline des comédiens. Y avait-tu un terme pour ça là, le highline. Oui, OK, le highline, c'est ça, excuse. Exactement. Je pensais que c'était le raccord, c'est pas ça pantoute. Il y a du raccord aussi, mais c'est vraiment pour le highline. C'est bon. Créature. Ouais, c'est vrai. Créature qu'on a failli pas avoir. Ouais. Dans le script, Michael Goldenberg, lui, est genre... J'inclus pas Créature, mais... C'est là la beauté de la chose, c'est que J.K. Rowling a sait tout. Puis quand tu écris quelque chose, puis que tu sais pas ce qui se passe à la fin, tu t'en rends pas compte. Mais là, J.K. Rowling, elle a vu le script, elle a fait « Dude, Créature, il faut qu'il soit là parce qu'il va être important. »
plus tard. Pourquoi, je te dis pas, mais il va être important. Fait qu'ils ont réécrit le scénario. Puis ils l'ont mis 2 secondes. Ben, 2 on l'a pas vu beaucoup. On l'a vraiment pas vu beaucoup, puis ça fait du sens. Sachant qu'il a été ajouté dans le fond briève, juste pour qu'il soit là. C'est ça. On n'a pas vu beaucoup le Square Remote non plus. Non. Mais tu sais, une chance que Rowling est impliqué comme ça dans le tournage, là, parce que sérieusement, sinon, là, justement, on aurait passé à côté de quelque chose. Puis je pense, tu sais, quand Harry, justement, là, il fait son cauchemar là, dans le livre, là, puis qu'il dit que Sirius se fait torturer, tu sais, il va se mettre la tête dans la cheminée pour aller à Square Grimroad, là. Puis, tu sais, il s'en va demander à la créature si Sirius est là. Mais ça, on le voit pas dans le film, là. Tu sais, fait que ça aurait été assez majeur comme chose à mettre, je trouve. Aussi, là. Je trouve ça un peu bizarre que ce soit pas dedans parce que je trouve que ça montre un peu la relation qu'il y avait avec Sirius, là. Tu sais, puis... Que Créature avait avec Sirius. C'est ça. C'est un peu de s'en foutre de son bien-être. Puis aussi, parenthèse, c'est même pas clair dans les films que Harry, suite à la mort de Sirius, hérite du Square Grimoire puis hérite de Créature. Tu sais, dans le 7.1, là, il dit « Va trouver Mondegus Fletcher », puis tu vois, Créature, ça ne tente pas, mais il n'a pas le choix parce que c'est son maître, mais c'est même pas dit. C'est vrai. Non, on a une belle scène dans le métro à la place. On en parlera plus tard. Bellatrix Lestrange, jouée par Helena Bonham Carter. Là, j'ai plus de notes sur son look. Puis vraiment l'apparence, puis comment Helena voulait, c'est ça, qu'elle ressemble. J'ai noté que la designer des costumes, comme l'histoire du costume, c'est la robe que Bellatrix porte. Dans le fond, c'est une vieille robe qu'elle avait avant Azkaban. Fait que c'est comme, elle remet son vieux linge. Puis qu'elle était très belle, plus jeune, mais que Bellatrix, dans le fond, elle, dans sa tête, est encore très belle, mais là, Helena Bonham Carter est très belle, là, mais mettons le personnage, là, pense qu'elle est encore aussi belle qu'avant, mais tu sais, elle est maganée, là, tu sais, les dents pas belles, les ongles, les vieux ongles noircis. Elle est maganée par le fait d'avoir été à Azkaban. Oui, puis tu sais, la folie sûrement qui embarque de plus en plus. Ça l'aide pas. Ouais. Fait que, voilà, Helena, elle se maquillait elle-même des cernes, du maquillage pour avoir l'air d'avoir les joues plus creuses, vraiment pour ajouter au look diabolique du personnage, là, puis avoir l'air, c'est ça, là, de Chris de folle. Mais j'avais hâte de la voir, moi, de ce que ça allait donner comme personnage, là, ce choix-là, puis j'ai super adoré, là. Ça a marché. Ses gros cheveux noirs, là, c'était magique. Full. Mais elle ajoute tout le temps des personnes très dark, là. Ouais. Tu sais, elle a joué dans Sweeney Todd aussi, je pense. Ouais, mais elle fait la bonne femme, me semble, dans Sweeney Todd. Ouais, mais c'est parce qu'elle a joué dans beaucoup de films de Tim Burton, puis déjà, Tim Burton, c'est ça, des c'est looks comme assez dark fuckés, automatique, là. C'est ça. Ouais, puis elle a sorti avec aussi. Ouais, c'est ça. Elle fait aussi la maman dans Charlie la chocolaterie, là. Oui. Toute fine dans ce film-là, my God. Ça, je me souviens des pas. Fois, elle est gentille. Oui, des fois, elle est gentille. Les sombrales, j'ai un peu moins compris là, comment ils ont fait. Là. Ben, ça avait l'air complexe parce que c'est des créatures noires, tu sais. Couleur noire. Fait. Moi, tout ce que j'ai compris, c'était pas clair comment ils l'expliquaient, là, mais c'est qu'ils en ont fait des créatures quand même en version grandeur nature. Mm-hmm. Puis ils ont fait aussi en CGI. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Ils ont comme mixé les deux. Puis ils ont fait en modèle réduit aussi. Puis là, les ailes, comment qu'ils ont fait, là, c'est là que c'est pas trop clair pour moi, parce que même des fois, le langage cinématographique est un peu compliqué, puis nous, on fait pas ça au Québec, des sombrales comme ça en CGI, fait que je suis pas assez expérimenté là-dedans, mais bref, j'ai pas trop compris ce qu'ils faisaient avec ces ailes-là. Ce que j'ai noté de l'autre section que j'ai lue, là, c'est que, par rapport aux ailes, la seule chose qui est écrite dans le livre, c'est qu'ils se sont évidemment inspirés de chevaux pour le corps, mais pour les ailes, ils ont repris un peu les mêmes mouvements puis le même look que des chauves-souris puis des aigles pour les ailes, mais je sais pas exactement comment ils ont été faites au final. Les ailes, ça doit être en CGI, là. Honnêtement, oui. Puis tu sais, il y a une photo dans le livre, là, puis je vais la mettre... par-dessus la vidéo, là, pour que tout le monde puisse la voir. Là. Je sais plus c'est à quelle page, mais tu vois vraiment, là, c'est pendant la scène que je pense que c'est Luna qui nourrit le sombral. Ils ont juste vraiment une tête. Fait que c'est comme si le corps était ajouté en CGI. C'est ça. Oui, c'est ça. Dans la section. La grandeur de nature, elle a été faite en résine. Que tu puisses donner un peu de jeu à l'acteur là, qui sache où mettre sa main. Je pense qu'ils ont fait ça avec Buck aussi. Il y avait juste la tête de Buck. Là, puis,
Bon, ben, je sais pas c'est où, là, mais... Whatever. Whatever. Alors, ben, c'est ça pour les nouveaux personnages. Ah non, j'avais une mini-note pour le nouveau look. Ben, c'est pas de nouveau personnage, mais le nouveau look des Détraqueurs qu'on n'a pas vu depuis le 3e film. Puis c'est voulu, hein, le look complètement différent. Tu sais, moi, je me disais, ben, c'est parce que les effets spéciaux sont avancés, donc ils peuvent se permettre, je sais pas, cette allure-là aux Détraqueurs. Mais c'est David Yates qui voulait vraiment une allure plus corporelle, je sais pas comment dire, plus physique. Là. Dans le fond, on a retiré la cagoule pour vraiment voir la tête. Donc, le crâne, on voit leur poitrine, on voit qu'ils ont des bras, mais comme on voit vraiment le bras au complet, alors que dans le 3, je pense qu'on voit juste les mains là, qui comme traînent un peu en dessous de la robe. Que c'est des fantômes plus. Ouais. Alors que là, tu sais, je veux dire, il tient Dudley là, au début là, par la gorge, là, ou Harry en tout cas. Il tient on voit le bras au complet. Là. Il flex, tu sais. Il flex. Ouais. Bref, sinon, d'autres choses à dire sur le film, l'intégration des journaux. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis je veux dire, bon, on s'en rend tous compte, mais c'est intéressant de comprendre plus le thinking derrière ça, si vous voulez m'en parler. Ben, c'est définitivement un raccourci scénaristique, là. C'est parce qu'il y a tellement ça devient dur d'écrire tout un film à propos du livre, il est tellement gros. Ouais. Fait qu'il utilise des raccourcis, puis les fameux journaux qui se promènent, puis tu sais, avant, ça tournait en rond, puis là, t'avais l'article, là, ils se sont amusés un peu, on rentre dans les images, on rentre dans le texte et tout ça. Ça fait que ça explique beaucoup de passages du livre qu'il n'aurait pas pu expliquer en tournant les scènes, en rajoutant des scènes. Le film aurait duré 4h30. Tu gagnes full de temps. C'était bien fait. C'était correct. Je trouvais que c'était facile, puis c'était un raccourci. C'était correct. Bien, c'est une bonne idée, je pense, pour rajouter l'information, parce que, justement, tu sais, c'est le plus gros livre, si je me trompe pas. Là. Il est vraiment gigantesque. Là. Je pense que ça m'a pris 3 ans de lire. Peut-être pas, là, mais sérieusement, je l'ai fini, là, mais c'était très long, là, tu sais. Fait que je pense que c'est comme une bonne façon, comme tu dis, d'amener l'information qui est importante, qu'il faut mentionner, mais qu'on n'a pas le temps de faire une scène pour ça, tu sais. Ouais. C'est pour voir aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'extérieur de Poudlard pendant ce film-là, fait que c'est de le ramener rapidement, le Fudge, le breakout d'Azkaban, je sais pas comment on le dit, là, l'évasion d'Azkaban, puis au début, même là, quand il est au Square Grimoire, Harry qui tient un journal, puis ça dit genre « The Boy Who Lies », tu sais, faut que tu regardes, puis là, c'est une photo de lui pendant le tournoi des 3 sorciers, mais faut que tu observes le journal, mais ça te donne déjà une idée de comme ce qui est dit dans les journaux à son sujet, tu sais. C'est ça. Il utilise beaucoup les journaux exactement pour parler de l'extérieur. Oui, exact. Comment le ministère se positionne par rapport à Harry et Dumbledore. Ensuite, le livre nous parle de 2 scènes qui ont semé la controverse, disons, là, qui n'ont pas été bien reçues par les die-hard fans comme nous, là, les fans intenses qui avaient lu évidemment le livre, qui connaissent bien l'histoire, qui avaient des attentes peut-être pour ces scènes-là. En fait, non, parce qu'il y a une de ces 2 scènes-là qui est complètement ajoutée puis made up. Donc, dans le fond, le moment où Voldemort apparaît sur la plateforme 9 3/4, ce qui a été reproché, c'est que c'était surtout le fait qu'il est habillé en soute. Complet, 3 pièces, oui. Moi, j'ai adoré ça. Toi, t'aimes ça? Moi, j'ai adoré ça. J'ai pas d'opinion. Moi, j'ai fait « Ah, nice! » C'est le fun de voir le grand méchant de la série, autre que dans sa foutue robe, qui a l'air d'être une robe de chambre, ça d'épaisse, là. Elle a l'air lourde, sa robe. Mais oui, il est en soute, mais tu sais, tu comprends pas qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi. Ben, il est en soute parce que, dans le fond, il est parmi une foule. C'est ça. C'est que dans le fond, on sait bien que c'est Harry qui s'imagine ça. Puis donc, il est dans un lieu public, puis ils se font à la foule, mais il est toujours là, en fait. C'est comme ils disent, c'est un peu pour rappeler que Voldemort, il est partout maintenant. Il est là. Personne ne le sait. Tout le monde passe à côté sans le voir, sauf Harry puis Dumbledore, tu sais. C'est ça. David Yates dit que ça montre que Voldemort hante Harry, qu'il peut le trouver partout. C'est ça. Puis qu'il peut être présent dans le non-wizarding world, dans le monde non-sorcier, dans le monde des Moldus, mais à ce moment-là, il est sur la plateforme 9 3/4, fait que j'étais comme ça. Mais il a dû passer par la, si... par la gate, fait qu'il est rentré à King's Cross quand même. Je m'imagine marcher puis voir le gars en complet avec sa face. Voldemort passer dans le mur. En courant. J'arrive. Puis j'irai pas là. C'est quoi d'autre, je voulais dire? J'ai perdu mon point. Mais J.K. Rowling, elle a accepté cette scène-là. Elle avait dit qu'elle était d'accord avec cette scène-là. C'est toujours ça que je me dis. Quand je suis fâchée d'une scène, je suis comme, ça a été accepté par Joe. JK. Par Joe. Il l'appelle Joe. C'est vrai, il l'appelle Joe. Le grand C'est vrai. Joe. Joe. Deuxième scène, la mort de Sirius.
Ouais. Selon les femmes, ça s'est passé trop vite. Le terme utilisé, c'est anticlimatique. Ouais. Ce qui veut dire que suite à tous les événements qui se passent juste avant, c'était comme ça fitait pas. Mais je veux dire, c'est de même ça se passe dans l'histoire aussi. Ils sont en train de se battre, puis là, il y a un sort qui est lancé à Sirius qui vole dans le voile. Fait que c'est sûr que rendu dans un film, faut que ça soit comme... Ça casse l'ambiance, c'est sûr. Mais c'est ça. Mais Christy, Avada Kedavra, tu meurs subitement, là, il n'y a rien à faire. Bon, là, on peut-tu parler de cette mort-là, Mon Dieu. Mais on peut parler de tout ça, là, de ce que David Yates en dit, de la relation de Sirius et Harry, qui est clairement pas assez là dans le film. Ben, elle est pas assez là, ça c'est sûr. Ils ont coupé plein de scènes, je comprends. J'ai pas aimé la mort, moi j'ai pas aimé du tout la mort de Sirius. Dans le film. Ben, tout court. Mais dans le film, j'ai pas aimé ça. Mon chandail de Sirius aujourd'hui en plus. Karma is my boyfriend, Sirius Black. Ouais. C'est bien. Mais Bellatrix, elle lance un Avada Kedavra. OK. Pas dans le livre. Pas dans le livre, mais dans le film. Je veux dire, elle dit, là, Avada Kedavra. On a déjà tourné des scènes avec des Avada Kedavra avant. Là. Ouais. On sait qu'est-ce qui arrive. Tu meurs tout de suite. Éclair vert, tu meurs tout de suite. Là, Sirius, il reçoit le coup, puis il est comme genre, oh shit. Il oscille un peu. Ouais. Puis là, il regarde, arrive, il est comme genre, shit. Puis là, il passe dans le voile. T'es comme, dude, il est supposé être mort, là. Il est supposé faire paf, puis absolument, mourir, là. tout passe dans le voile. Là, il y a eu un regard, c'est comme s'il avait reçu un curse. C'était pas un Avada Kedavra, on dirait, puis il a figé, ça lui a fait mal, puis il est tombé dans le voile. J'ai pas aimé ça du tout. Il est supposé tomber, puis il regarde pas Harry, là. Je pense que pour faire ça, de cette façon-là, comme tu le dis, mettons, là, tu sais, qu'il regarde puis qu'il tombe, je pense que le sort aurait dû être un stupéfixe ou quelque chose. C'est ça dans le livre. C'est ça, tu sais, pour exactement. que là, il tombe comme dans le voile, puis là... C'était pas un Avada Kedavra dans le livre. Puis je me rappelle vraiment plus dans quel épisode j'en ai parlé, mais c'est exactement parce que le monde qui ont pas lu les livres doivent comprendre qu'il est mort. Parce que s'il avait reçu stupéfixe puis il part dans le voile... Ouais. On peut-tu le retrouver? Qu'est-ce qui se passe avec ce voile-là? Fait que c'est vraiment là, faut qu'on entende Avada Kedavra. Ouais. Puis bon, il disparaît. Il y a encore un mystère là, de où il part, mais il est mort anyway. Mais rendu là, si tu fais ça, si tu choisis de mettre Avada Kedavra, ben fais-le au complet. Oui. Ouais. Il meurt one shot. Puis la relation, en effet, il n'y avait pas beaucoup là. Il y avait beaucoup de scènes au Square Grimald qui n'ont pas fait. J'aurais aimé ça, voir la scène où il essaie d'ouvrir le médaillon. Dans le 5e, ils font le ménage, ils enlèvent les doxys partout. Ils trouvent un médaillon, puis tout le trio essaie de l'ouvrir, ils sont pas capables, alors qu'on sait très bien que c'est le médaillon du 7e film, du 7e livre. Là, c'est leur crux. C'est leur crux. Mais j'aurais aimé ça qu'on le voit. J'aurais aimé ça que d'œil. Joe elle dise vous devriez peut-être mettre une petite scène avec le médaillon, ça serait important. Mais non. Mais Yates aussi, il est d'accord du fait qu'on n'a pas vu assez sérieux. Il dit que ça a été une erreur de jugement là, au sujet de l'adaptation. Tu sais, de ne pas avoir mis assez la relation de l'avant. Là. Puis je pense que c'était assez important parce que, tu sais, veut pas, on comprend depuis le début que Harry a perdu ses parents, qu'il n'y a pas de famille, que les Dursley sont super méchants avec lui. Tu sais, c'est comme la seule figure paternelle qu'il y a eu. Dans le 3, c'est très bref. C'est très bref, pas mal tout le long du film. On pense qu'il est méchant. Finalement, on se rend compte que c'est un gentil, que c'est son parrain. Ils ont 2 scènes cute ensemble. C'est ça. Puis après ça... Dans le 4, on le voit en hologramme dans le feu. Pendant 3 secondes. Dans le 5, ben c'est ça. C'est comme, il se cache encore, puis... La relation est plus présente dans les livres, évidemment, mais oui. c'est ça, dans le film, c'est comme... Ça aurait été... C'est ça. Ça aurait une été erreur de nécessaire, jugement, comme il a dit, Ouais. oui, pour que... La mort, oui, elle nous affecte autant dans le film. Oui. Parce qu'on le voit, là, comment c'est tragique, il crie, puis tu sais, juste, on le voit pour les quelques scènes qu'il y a eu avec Sirius, comme ça ressemble à quoi leur relation, puis à quel point il est important pour Harry, mais ça aurait, encore une fois, ajouté plus. Mais ça aurait parti il aurait dû le mettre dans le 4e film aussi. Ben Ouais. oui, tout ce qui se passe dans le 4. Oui, c'est dans le 5, c'est un peu de la fraude du réalisateur de ne pas avoir mis ça, mais en même temps, ils l'ont pas utilisé, l'acteur. Même dans le 4e. Ils le voient souvent, ils se parlent souvent, ils correspondent, puis ça fait que, en sorte... C'est vrai qu'il y a beaucoup de... un peu fourré rendu au 5e. Là. Ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de correspondance dans le 4. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ça bâtit on plus la n'a pas relation. vu l'évolution de leur relation. Là. Puis Gary Oldman, me semble que tu veux le mettre à l'écran. Là. Ben absolument. Tu trouves des raisons de le faire. Au prix que tu le payes en plus. C'est vrai. Puis, juste pour finir là-dessus, tu sais, Daniel Radcliffe, il dit que selon lui, la mort de Sirius montre 2 choses à Harry. D'abord, la culpabilité
de n'avoir pas mieux essayé de fermer son esprit à Voldemort à travers les séances qu'il y avait avec Rogue. C'était des séances difficiles là, de clémencie puis tout, mais après, lui, Harry, ça lui donne full de culpabilité. Si j'avais pu fermer mon esprit à Voldemort, j'aurais pas vu la vision de Sirius dans le département des mystères, puis je serais pas allée, puis Sirius serait pas mort. Bon, tout ça. Et le deuxième point que ça montre à Harry, c'est, ça montre, dans le fond, qu'il y a un côté plus sombre en lui, parce que là, il va jusqu'à vouloir faire du mal à Bellatrix avec le Andoloris. Oui, puis là-dedans, justement, ils disent que si Harry tue Bellatrix, à ce moment-là, il se rapproche encore plus de Voldemort parce qu'il y a du sang de Serpentard. Il y a du sang de Serpentard? Comme, dans le fond, tu sais, Harry, s'il tue Bellatrix, il va se rapprocher encore plus de Voldemort parce que, tu sais, il aurait pu être Serpentard, dans le fond. Pas il y a du sang de Serpentard, mais tu sais, il aurait pu être Serpentard, fait qu'il tombe du côté plus sombre s'il décide de la tuer, là. Oui, clairement. Il devient un peu plus qu'il essaie de combattre. Là. C'est ça, exact. Ouais. Bon, dans quelque chose de plus léger, Harry est chaud. La scène du baiser, premier baiser de Daniel Radcliffe à l'écran, là, pas dans sa vie. Même chose pour Cathy Lang, c'est ça son nom? Fait que les deux étaient stressés. Il y avait une date de 7 Daniel Radcliffe est tombé malade. Ça a été remis à plus tard. Fait que Cathy Lang est comme, tu sais, ça faisait juste ajouter à genre le stress, la tension, le momentum. Là, tu sais, juste bref, ça peut-tu finir? Ça peut-tu arriver? Puis, elle s'est fait demander par tout le monde, évidemment. Viens, embrasse-tu bien? Puis elle était comme, oui, embrasse bien. C'est sûr qu'elle va répondre, qu'elle embrasse bien. Oui. Elle répondra pas, non, vraiment, c'est de la merde. Moi, en regardant ça, j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas bien embrassé. Mais ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait zéro romance là-dedans. Là. J'ai trouvé ça J'ai vraiment, noté la phrase qui disent « Unlike », je vais le traduire, dans le fond, qu'il n'y avait aucune romance entre Daniel et Cathy dans la vraie vie, mais que c'est pas le cas à l'écran. Dans le fond, il y a de la romance à l'écran. Moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Regardez le même film que moi? Non. Oui, c'est ça. C'était honnêtement épouvantable. C'est malaisant à regarder, je trouve. Je regardais ça, puis j'étais comme... Toutes les French dans Harry Potter sont malaisants à regarder. Ouais, mais oui, puis non. Tu sais, il y en a comme... Sauf à Ron et Hermione. C'est ça. Correct, ça. Ouais, mais même lavande, on va en parler tantôt, je trouve que... Tu sais, c'est sûr qu'elle est très intense puis très... est plus que Kitten, là, tu sais. C'est un autre level, là. Mais on dirait que, tu te dis, elle assume tellement son côté Kitten que je trouve ça moins pire, mais ça passe mieux. Cho puis Harry, là, je suis comme... Mon Dieu, c'est très froid, là. J'écoutais le film il y a comme 2 semaines avec mon amie, puis elle me disait... c'est de même, ça devrait se passer un premier baiser entre 2 adolescents. Tu sais, dans l'histoire, eux, c'est juste leur... Cho, non, là. Elle a embrassé Cédric, mais Harry, c'est comme le premier baiser. Fait que, c'est pour ça que c'est malaise. Mais je pense que ça sort bien si on se dit ça, mais c'était pas l'intention, je pense, que ce soit malaisant comme ça. Clairement pas. Puis j'avais une dernière petite note avant qu'on s'attarde aux nouveaux endroits qui ont été présentés dans le film, les mange-morts. On a été introduits aux mange-morts dans le 4e film. Leurs masques sont très différents dans le 5e film. Dans le 4, mais ça, on peut voir clairement leurs yeux, puis ils ont tous le même masque. Ouais, là, on est dans quelque chose de plus doré, puis qui a même été personnalisé pour chaque mange-mort. Je trouvais ça intéressant. Oui. Fait que, tu sais, il y a comme encore plus de travail, on dirait, qui est mis à partir du 5e film dans les costumes, puis dans les petits détails comme ça, qui viennent vraiment ajouter de la profondeur au personnage, puis c'est des choses qu'on remarque même pas. Faut comme le lire pour le savoir. Ce qui est fun, c'est que tu le remarques pas, mais tu le sens pareil. Tu le vis pareil. Même si tu le remarques pas, t'es pas obligé de... Tu sais, des fois, moi, je regarde des films plus tard, je suis comme, ah ouais, ils ont fait ça, c'est vrai, puis je m'en suis pas rendu compte, mais je l'ai senti. Fait que ça, c'est bien passé. C'est vrai. Bon, les nouveaux endroits. C'est pas vraiment une nouvelle place, là, mais le bureau d'ombrage et la classe en même temps. Fait que c'est comme 2 opposés parce que la classe, qui est la classe de défense contre les forces du mal, il faut savoir, tu sais, faut porter attention au fait que vu que c'est un professeur différent à chaque année, dans chaque film, la classe a été un peu décorée en fonction du prof puis de son style d'enseignement. Tu sais, Gilderoy Lockhart, c'était des tableaux de lui-même un peu partout dans la classe. Lupin, je me rappelle plus trop, mais clairement... c'est un peu plus dark avec des créatures. Dans des gobelets, là, c'est ça. Comme ça. Même chose un peu pour Maugré, là, les gobelets avec les araignées puis tout ça. Puis, Dolores, vu qu'elle fait pas faire de sort aux élèves, c'est rien. Il y a rien qui décore la classe. Fait que c'est ça qu'ils ont choisi de faire pour la classe en tant que telle. Mais le bureau... Dans son bureau. Très intense, là. Hey, ça, là... Je me vois sur un plateau de tournage parce qu'ils ont 2 jours de tournage avec des chats. 40 chats. 40 chats. Ça doit être le fun. 2 jours.
Des miaus, puis des chats qui marchent. Ça dit que c'est 200 assiettes de chats, mais dans le film, tu vois clairement pas 200 assiettes. Non. Là. Non, c'est ça. Mais ils ont dû en faire plus que passer, puis ils sont écœurants, là. Ben oui, t'as des petits chats, plus. t'as des petits chats habillés, t'as des petits chats sur des petites autos, des petites motos, dans des petits paniers. Hey, t'imagines-tu gérer ça sur À la un plage. plateau? C'est 40 chats, là. 40. Hey, c'est énorme, là. Puis, tu sais, justement, c'est comme des chatons, là. C'est tannant, puis tout, là. Faut que tu réussisses à mettre ça immobile puis cute, là, pendant que tu le prends en vidéo. Là. Puis j'aime ça ici sur cette photo-là de l'actrice dans son bureau. Tu le vois derrière les assiettes au mur. Ils ont comme un vides. blue screen Mhm. sur chaque assiette. Puis après, ben, ils vont venir au montage ajouter l'image d'un chat en petite robe rose, par exemple. Bel job. 2 jours de tournage juste pour ça. Ouais. Puis le reste du bureau, ben, on est dans un ameublement très français, époque Louis XIV. Ouais. C'est ça. Des chaises Les gros d'époque. drapés aussi, là, Rose. pour les rideaux, avec Ouais. les petits glands là, pour accrocher, puis tout ça. Là. On dirait même pas la même pièce dans laquelle Non, Lupin c'est avait ça. son bureau, tu sais, ou le bureau de Maugré, là. Non. Avec le mais coffre, c'est là, aucunement agréable comme bureau, ça, là. J'aimerais mieux un bureau avec des petits bocaux puis des bébites dedans Ben oui. que ça, là. Tu te sens pas chez vous là-dedans, là, mais pas en tout, là. C'est même pas à cause de la couleur rose, c'est juste... Comme c'est propre, c'est ordonné, Ah, mais ça. c'est à son image. On va la tuer. Le nouvel endroit principal là, du film, là, où il y a beaucoup d'actions qui se passent, évidemment, c'est le ministère de la Magie. Première fois qu'on voit le ministère de la Magie, c'est pas au début, là, mais dans le premier 20 minutes du film, quand Harry a son procès. La salle de procès, de ce que je comprends, c'est comme si au ministère de la Magie, il y a une salle de procès. Puis c'est la même salle de procès que la salle qu'on a vue dans le 4 pour le procès de Karkaroff. Ce serait la même salle de procès pour Harry, puis ce serait la même salle dans le 7.1 quand Dolores à l'interview du Monde. Mais ils l'ont changé quand même à chaque film, mais j'ai l'impression que dans l'histoire, ça demeure la même pièce. Ouais, ben... au début, Harry n'était pas supposé aller dans cette pièce-là. Il était supposé dans une autre salle d'audience. Ah, une plus petite. OK, Plus fait que c'est petite. comme la Fait que grande salle des grosses audiences C'est importantes. genre pour les mange-morts dans le 4e là, qu'on va condamner à Azkaban. Là. Lui, il s'est ramassé là-dedans parce que, bon, il n'y a pas la faveur du ministère, là, mais normalement, il y aurait eu une audience dans une autre pièce un peu plus cosy, plus tranquille. Mais oui, c'est pour les gros trucs. Là. Si on revient juste, mettons, à l'entrée, l'atrium, Ouais. le hall d'entrée. J'ai beaucoup de notes là-dessus. Là. Mais je voulais d'abord parler, excuse-moi, de la fontaine, puis après, on peut parler peut-être plus de la bataille de la fin du film. Mais la fontaine de la fraternité magique, on la voit brièvement dans le film. Ça, c'est la fontaine qui est remplacée dans le 7.1 par des moldus qui se font écraser. On se rappelle tous de vraiment le moment où on la voit, puis qu'elle mignonne. Ouais. Donc, c'est une fontaine qui représente, dans le fond, une sorcière qui, devant elle, a un centaure, un gobelin, puis un elfe de maison. Puis dans le fond, la statue, les 3 créatures regardent avec admiration la sorcière. Fait que la fontaine, c'est des notes que j'ai prises en ligne, est censée rappeler l'harmonie, le lien symbolique unissant les espèces qui partagent une histoire commune et qui forment la communauté magique de Grande-Bretagne. Notons que le choix du nom donné à ce monument et son emplacement n'est pas le fruit du hasard, mais celui de l'hypocrisie des autorités magiques, parce que c'est la fontaine de la fraternité magique, mais derrière cette unité de façade se cache en réalité la volonté d'affirmer, ou plutôt de sous-entendre, la puissance et la supériorité des sorciers sur les autres espèces formant cette communauté. Fait que c'est pas mieux que quand ils ont transformé la fontaine en sorcier qui écrase revient au même principe. C'est la même principe. Christie d'affaires. C'est ça qui est un peu poche. Un elfe qui regarde un sorcier en adoration, puis on verrait pas ça ici. Là. On ne se ferait pas faire une statue avec un premier ministre puis des petits sous-fifs qui regardent genre en adoration. Des itinérants, puis non. Non, tu sais, vraiment, voyons donc. Voyons donc. Ça, c'était mes notes pour la fontaine, mais pour le reste de l'atrium, qui est immense, là, ça a été leur plus gros set à construire. Depuis, je pense, la Chambre des secrets, qui était à l'époque le plus gros set, je pense. Combien de tuiles? 30 000 tuiles. Les tuiles vertes, là? Ouais. 30 000 qui ont été construits pour ça. 200 pieds. Par 120. Par 120, puis 30 pieds de hauteur. C'est huge, là. Immense. Ils se sont inspirés du... Je sais pas comment le dire
en français? Ben, là? du Underground. Du souterrain, le exactement. métro souterrain de Londres. Là. Les quartiers souterrains de Londres, là, c'est ça, le look du métro. La plus vieille rail de métro, en fait, de Londres, qui sont allés. Puis mettons qu'on parle de la bataille de Voldemort puis Dumbledore, Ouais. parce que c'est là vraiment qu'on est le plus longtemps dans l'atrium dans le film, probablement même de tous les films. Ça a été compliqué pour eux. C'était comme de se challenger aux effets au niveau des effets spéciaux pour cette scène-là. Ouais. T'as le serpent de feu, t'as la boule d'eau qui va emprisonner Voldemort, puis t'as toute la vitre qui va être cassée puis qui va comme attaquer Dumbledore. Mm-hmm. Mais c'est la première fois qu'ils disent qu'il y a un duel aussi awesome que ça, tu sais. Les seules fois où on a vu des duels, c'était entre des étudiants à l'école, donc des petits sorts par rapport. Sinon, ça a été Voldemort qui a tué Cédric. C'était pas un duel, c'était un sort. Là, il y a vraiment deux puissances qui se battent. Fait que là, c'était vraiment de la magie qui devait créer. Oui. Puis Attaque après attaque. T'sais, c'est même pas le priori incantatum de la fin du 4. C'est rien comparé à ça. C'est un gros truc, là. David Yates dit justement là-dessus, nous avions le devoir vis-à-vis de notre public de faire de cette bataille entre le bien et le mal la plus spectaculaire que vous ayez jamais vue. Puis c'est la meilleure bataille de tous les films. Ben oui. Ouais, je suis d'accord. Harry Potter et de l'histoire du cinéma. Quand tu regardes aussi là, juste l'environnement dans lequel ils sont, puis qu'ils prennent tout ce qui est à leur portée, justement l'eau, le feu, tout ça, pour amener ça dans la bataille, tu sais, c'est vraiment comme... C'est impressionnant la façon d'amener tout ça, là, tu sais... L'eau, le feu, beaucoup de travail, le sable. Les projectiles là, du verre cassé, tu sais... Qui ont vraiment cassé, puis ça, c'était one take, puis c'est la première shot qu'ils ont faite pour... J'ai pas trop compris, mais il était comme dans ce genre d'affaires comme ça, on fait ça en premier, on refait le set, puis... Ouais, j'ai pas trop compris, là. Moi, j'aurais fait ça à l'inverse. En dernier, là. c'est ce que je me suis dit tout, aussi. puis on ferme ça en finissant en dernier. Là. Ouais. En tout cas, il doit y avoir des raisons que je connais pas. Mais oui, ça a été une sacrée belle bataille. Moi, je l'attendais beaucoup, cette bataille-là, là, quand que Dumbledore y arrive, là, puis qu'il sort de la cheminée, là, puis qu'il appelle Tom. Là. Ah, c'est tellement Je me suis bon. assis, je me rappelle, je me suis assis dans mon siège, là. Je me suis mis confortable, là, puis j'étais genre, let's go, là, battez-vous, là. Je veux voir ça. Là. Puis t'as pas été déçu, hein? Non, pas en tout. Trop vraiment, c'était parfait. Je me rappelle pas, mais je sais pas si... Toi, je sais que ça fait pas longtemps que tu l'as lu dans le livre, la bataille. Est-ce que, justement, il y a le serpent de feu, la boule d'eau, ou est-ce qu'on a ajouté certains éléments à l'écran pour que ce soit plus spectaculaire? Est-ce que dans le livre, c'est plus juste des sorts, ou... Il y a différents sorts. Il y a beaucoup d'Avada Kedavra qui est lancé sur Dumbledore. Oh my God. Mais Dumbledore, lui, a mis en mouvement plein de statues qui protègent. Fait que là, les statues se pitchent devant Dumbledore pour absorber l'Avada Kedavra. Les statues explosent. Harry, aussi, est caché par une statue. Oui. Puis, c'est pas mal, le reste, pas mal bon. Les vitres, je m'en rappelle plus, je pense qu'il n'y a pas ça, là. Je pense pas qu'ils cassent les vitres de partout. Non, ça c'est écrit dans le livre, justement, que... C'est ça. Ben, ça casse à la fin, non? Oui, dans le film, mais dans le livre, il n'y a pas ça. Arrive pas, Ah, que okay, ça a été ajouté parce que le je sais pas qui... Non, le scénariste, Michael Goldenberg, il est arrivé sur le set, une fois que c'était fini, il a vu ça, puis il a dit, je pense qu'on n'a pas le choix d'ajouter ça, il faut que je pète tout ça, puis que Voldemort attaque Dumbledore avec toute la vitre. Ben, c'est une belle idée, c'est la belle magie, puis c'est parfait, là. Puis, mais non, mostly, ça a bien respecté. J'aurais aimé ça que ce soit plus long, mais ça, c'est comme dans toutes ces scènes-là. Là. Justement, quand je lisais sur La Fontaine, ça dit qu'après la bataille, dans le livre... Elle se fait détruire. Dumbledore, il prend la tête de la sorcière, ça se peut-tu? Il prend la tête de quelqu'un sur La Fontaine pour faire un porte au loin pour qu'Harry retourne à Poudlard. Qui était tombé, oui. OK, oui, qui est parce tombé. qu'elle a explosé avec les Avada Kedavra de Voldemort. Mostly, là, la bataille, c'était des Avada Kedavra que Voldemort il lançait sur... Mais oui, parce qu'il... Et c'est juste se défendre avec ça, lui. Là. On dirait créativité. Non, pas en tout. Ben, il a été très créatif avec sa boule de feu en serpent. Oui. En sortant de sa bouche. Là. On va lui donner ça. On peut terminer avec le Square Grimoire. Ceci, j'ai trouvé ça pertinent. Vas-y. Mon Dieu. Quand il parle de la tapisserie, de toute la généalogie de la famille Black, là, ils ont réellement construit la tapisserie. Puis là, il y avait besoin des détails là, pour justement faire la généalogie de toute la famille Black. Puis Eamon dit qu'il a appelé Rowling, dans le fond, qu'il a appelé Joe. Puis qu'il a eu les détails. En 15 minutes, elle lui a faxé l'arbre généalogique complet avec les 75 noms de la famille, les dates de naissance, les dates de décès, les dates de mariage, puis les emblèmes, puis la devise de la famille. Incroyable. Tu sais,
Moi, j'en reviens pas à quel point cette femme-là, tu sais, je comprends que tu écris ton livre puis tu sais tes choses là, que tu écris. Tu sais, je pense que c'est normal que tu connaisses ton histoire puis que tu connaisses tes personnages. Mais de là à les connaître à ce point-là, de savoir jusqu'à l'emblème puis la devise de la famille. Minutes. Comme le papier, étais-tu prêt ou elle l'a fait en 15 sûrement minutes? Qu'elle avait... Mais même à ça, si le papier est prêt. Ouais. C'est qu'elle a pensé à tout, vraiment. Là, tu sais, c'est incroyable. Là. Puis quand tu regardes aussi ce papier peint-là, c'est le détail qu'ils ont fait, tu vois, justement, on dirait que ça va chercher un peu l'époque victorienne. En tout cas, j'ai trouvé... C'est super greeny, puis ça bouge un peu aussi, les images, je trouve ça le fun. Ils sont brûlés, ceux qui sont un peu rejetés de la famille. Sérieux. Mais j'ai vraiment trouvé ça super impressionnant. Mais on se rend compte que aussi avec cet arbre généalogique-là, tout le monde est cousin. Oui, il y a beaucoup de gens reliés. Ben oui. C'est fou. pourrais faire un épisode complet sur la famille Black, là, qui... Tu préfères un épisode sur la généalogie magique en Grande-Bretagne. Oui. Puis, dans le fond, ils ont construit vraiment le building là, qu'on voit, la façade. La façade. Dans le backlot. Leavesden Studio. Ils n'ont pas tourné directement à Londres. Ils se sont inspirés clairement de ils voulaient faire ça au départ, par contre, mais ça revenait moins cher. Ça implique des coûts, Tu peux faire ce que tu veux quand tu construis après ça, fait que... Mais quand même. Au niveau du look, je trouvais que ça allait très bien avec ce qui était décrit dans le livre. À l'intérieur aussi, là, je trouvais ça que c'était genre... Ils ont vraiment bien représenté ce qui était dans le livre. C'est juste dommage qu'on ne l'ait pas vu assez. Ouais. On le voit un peu plus dans le 7e, là, mais même là. Ouais. On n'a pas... excuse-moi, on n'a pas parlé du département des mystères, là, mais court petit moment. Ben oui, j'ai plein de notes là-dessus. Ils ont fait les boules. 15 000 sphères. Le hall des prophéties. Oui. 15 000 sphères. Non, mais ils n'ont pas fait finalement. Ils devaient les faire. Ils devaient les faire. Ils ont fait un test avec une centaine de boules, je pense. Là, puis en les faisant tomber, ils se sont dit ouais, va falloir recommencer sûrement des prises. Fait que là, il va falloir refaire des boules, puis nettoyer les boules. Puis... Fait qu'ils se sont dit on va les faire en CGI. C'est la première fois, en fait, qu'une pièce complète était créée au CGI dans un film d'Harry Potter. La salle du voile, rapidement, la salle où Sirius meurt, juste avant ça. Juste avant que Sirius meure, fait que tout ce qui se passe dans la halle du voile, c'est la première vraie bataille qu'on voit dans un film de sortilèges qui sont pas formulés, puis il y a plusieurs personnes, puis c'était bon, c'était bien. Fait que les acteurs, il y avait un chorégraphe de bataille, chorégraphe de mouvement de baguette. Il y a 950 effets spéciaux qui ont été utilisés pour cette scène-là seulement, et en comparaison, il y a 750 effets spéciaux qui ont été utilisés dans le premier film au complet. C'est un comparatif. C'est incroyable. Bon. Est-ce qu'il y avait autre chose, le département des mystères? Non, pas pour moi. Puis, on peut conclure en disant que, juste une petite note, là, une fois que le film est sorti, c'est le film d'Harry Potter qui a fait le plus d'argent après le premier. Fait que le 2, 3, 4, c'est venu battre les résultats au box-office des 3 derniers films. Oui. Eh bien. Puis on notera un look plus bleuté. Oui. Mais j'aime ça, ça marche. Dans le 5? Dans le 5e, c'est un look Mauve, plus bleuté. Bleu, noir. Dans ces looks-là. On reparlera du 6e après ça. Oui. On a déjà parlé des palettes. Kev, là, je pense qu'il n'aime pas du tout la couleur du 6e. J'aime pas le 6e film. Moi, c'est mon préf. Maintenant, je sais plus. L'as-tu lu finalement, le livre, là? Non, je suis rendue au 6. Là. Ça sera plus ton préf quand tu l'auras lu, ton 6. Je vais le lire avant notre prochain épisode. J'apprends à l'aimer un petit peu plus, le 6e film. Je suis pas ouvert pendant tout. C'est parti pour le 6e film. Mais tu sais, dans notre premier épisode, tu me demandais pourquoi c'était un de mes préfs, mais c'est à cause qu'on voit plus l'histoire de Rogue, tu sais. Mais je pense que... Si c'est pour cette raison-là, je te pardonne. D'accord. Si c'est à cause de Rogue, il n'y a pas de problème. Ma fille, t'as raison dans le fond. C'est le titre du film, c'est Harry Potter et Rogue. C'est ça que ça veut dire. Il y a un livre à lui tout seul, il est quand même pas pire. OK, 6e film. Bon, David Yates est de retour, puis comme je disais tantôt, je pense qu'il veut encore faire mieux que dans le 5. Ouais. Let's go. Nouveaux acteurs, nouveaux personnages, nouvelles créatures. On commence avec Horace Slughorn, qui est le premier nouveau personnage qu'on voit là, dans les premières minutes du film. Le moment qui en sauve. La première personne qu'on voit, nouveau personnage, c'est la fille serveuse. C'est la fille serveuse. Tu mettras un bip, OK? Calice. Tellement inutile.
J'ai-tu dit que j'aimais pas ce film-là? OK, c'est bon. Mais non, je- allons-y non, je avec, suis d'accord que allons-y ça, avec le professeur c'est Slughorn. bon. On parlera de la fille plus tard. Là. Mais Ben, tu sais. j'ai une petite rancune là-dessus. Pour les scènes qu'on ne verra pas à l'écran, on a mis cette scène. pas dans le livre, ça. C'est ça. Non. Mais c'est vrai, pareil, que longtemps moi, je comprends pas l'utilité d'aller mettre des scènes comme ça qui sont pas dans le livre puis qui apportent rien de plus au film quand... Puis qui empêche d'avoir des scènes importantes. Exact. Quand tu pourrais mettre des scènes qui sont tellement plus constructives puis qui vont mieux te faire comprendre l'histoire, je comprends pas. Tu sais, pourquoi? Pour montrer que Harry est un peu gêné puis qu'il y a un crush. Bravo, là. Que les filles tripent dessus. Ouais, c'est ça. C'est comme pour montrer ça. Il est On n'a pas désiré. besoin de ça, là. Il est déjà... tout le monde le court Même dans après. le monde des Moldus, tout le monde ça. Ouais, c'est ça. ouais, C'était vraiment. le petit aparté. Puis il lisait un journal. On reprend un peu le Oui, journal. il lisait un journal avec des images qui bougent dans un monde de Moldus. Mais ouais. Marche pas. Des fois, je trouve qu'il manque un peu de jugement. Pour revenir à Slughorn, dans le fond, le moment où qu'il est révélé, donc il est en sofa, reprend sa forme humaine, il est en pyjama, donc tu sais, eux, c'était important vraiment. Ben, ça avait l'air difficile pour l'équipe en tout cas, il y a plusieurs équipes qui étaient impliquées là-dedans, le costume, décor, effets spéciaux, fait que tu sais, trouver d'abord le pyjama, ça va être quoi, puis appliquer le même tissu qui va être utilisé pour le pyjama au sofa. Puis après ça, bon, là, il y avait plusieurs étapes là, de placer l'acteur, là, comme... Tu sais, quand il devient, là, Oui. en tout cas, là, Ouais. puis tu sais, c'est un bon choix d'acteur. Là. C'est un personnage qui doit être autant drôle que émouvant, que dramatique. Tu sais, il y a plein de scènes où on joue différentes émotions. On oublie que c'est un serpentard. Hein? On l'oublie. Ouais. Ben, tu sais, il se pense bon. Il y a de l'ambition là. un peu, tout ça. Oui, on le voit, mais c'est Il aime beaucoup se vanter, en Il est tout cas, gentil de quand ses même. trophées, là. une belle personne. Puis, on reparlera des nouveaux décors tantôt, mais juste ce personnage-là impliquait l'arrivée de nouveaux décors parce qu'au début, quand il accepte de retourner à Poudlard, il dit « Je veux un plus gros bureau! » Fait que c'était aussi de créer, tu sais, lui, il n'y a pas eu le... Ben, c'est pas le bureau de défense contre les forces du mal, là, je me mélange. Lui, il est prof de potion, mais il veut pas le vieux bureau d'un cachot. Là. Lui, il veut un beau bureau. Fait que construction d'un bureau pour Slughorn. La maison Moldu, ça aussi, c'est une scène à cause de Slughorn. Le sofa, puis tout. Un vieux bureau aussi dans le souvenir. Puis le party de Noël, tu sais, c'est plein de scènes autour du personnage quand même. Ouais. Laverne Brown, qui est jouée par Jessie Cave. 7000 filles en audition. 7000. C'est mieux que le 15 000 de Luna. Ouais. C'est mieux. Mais quand même, tu sais, 7000, puis tu te dis, c'est moi qui l'ai eu. Imagines-tu quand t'es auditionneur, là? Hey, tu dois être brûlé à la fin là, d'entendre le monde faire la même scène. Mm. Tu sais, ça, des fois, là, je me dis aussi, c'est sûr que ça joue dans ton choix de personne. Tu sais, mettons, tu commences à 9 h le matin, tu auditionnes les gens. Là. Rendu à 5 h, là, ça se peut que tu n'aies plus la même attention envers l'acteur qui vient se Mais présenter. c'est ça qu'a dit Jessica. Elle a dit, j'ai l'impression que le timing a peut-être joué en ma faveur. J'étais vraiment C'est au bon sûr. moment, à bonne place. Puis c'est ça, je pense qu'elle voulait dire dans le terme de processus. Puis peut-être le moment de la journée. Puis c'était quelle journée dans la semaine aussi. Il était rendu à combien de filles? Fait que c'est ça, elle s'est rendue loin dans le processus. Elle a fini par faire des screen tests avec Rupert Grint. Fait que, tu sais, Rupert Grint, lui, il a été appelé à revenir dans un processus d'audition parce qu'ils veulent s'assurer qu'il va y avoir de la chimie entre la fille qui est prise puis lui. Fait que c'est lui qui trouvait ça spécial de revivre ça. Puis ensemble, ben les deux, ça a super bien marché. Belle chimie, les deux étaient capables d'être drôles. Ça marchait? Ouais. Ben, ça marche. Ben, Rupert, dans le fond, il dit aussi que c'est comme la première fois que Ron vit une relation amoureuse. Une romance, là. Oui, une romance. Fait que, tu sais, c'est son moment, là. Ben, c'est son film. Ouais. Rupert, tu sais, il est comme Ron dans le 6, là, tu sais, bon Quidditch, il se fait empoisonner. Bien populaire. Bien populaire, ouais. Mais Ron puis Malfoy, là, c'est comme les deux, je trouve, qui ont la plus grosse évolution dans ce film-là. Ben, Ron, plus de place, ouais. Mais évolution... Ouais, peut-être pas d'évolution, mais des nouvelles choses qui lui arrivent. Ben, c'est parce t'as qu'il dit, s'affirme plus, Ron. Il est moins dans l'ombre de Harry. Là. Ouais. Il est plus un personnage à part entière C'est dans ça. le 6e. Ce qu'il dit, c'est que dans les films d'avant, ben, il est là pour comme comic relief puis avoir peur, tu sais, les araignées. Mais alors que là, on dirait c'est ça, ouais. Sportif, il y a une blonde. Empoisonnée. La vie, quoi. C'est ça. Brièvement, il y a Narcissa Malfoy aussi qui est introduite dans ce film-là. Hélène McCrory. McCrory. Feu.
Cheveux blonds avec un peu de brun pour refléter le fait qu'elle appartient à la famille Black, mais aussi Malfoy. Oui, le blond est pour refléter les Malfoy. blanche. J'ai trouvé ça intéressant parce que tout le temps, je me disais, c'est un drôle de choix de coiffeur. Puis finalement, j'ai comme catché le pourquoi, puis ça fait du sens. On a l'arrivée de Greyback, qui est joué par un acteur qui s'appelle Dave Legeno, mais c'est un ex-boxeur, un ex-pratiquant des arts martiaux. J'ai vraiment pas de note là-dessus, mais lui, on veut lui donner clairement un look mi-humain, mi-bête. Fait que, il y avait une genre de prothèse là, qui a été construite un peu comme Hagrid dans les premiers films là, pour Sauf que lui, il portait sa propre prothèse, en fait. Ils ont coulé un genre de basé sur ses mesures de corps. Là, c'est ça. Puis après ça, ils l'ont racheté. Mais lui, ce que j'ai lu qui m'a vraiment surpris, c'est pas tant important, mais il y a eu quand même... On l'a pas vu beaucoup dans le 6e, on s'entend-tu, là? Il y a eu 30 jours de tournage. C'est énorme. Mais c'est parce qu'il est souvent là, pour ce film-là, 30 jours de tournage. 30 jours de tournage. Il est là au Terrier, il est là à la Tour d'Astronomie. Puis il est là aussi à chemin de traverse. Au début, quand il casse tout. Puis dans Barjo et Burke. À Barjo et Burke. Puis quand ils vont chercher Ollivander, je pense qu'il est là. C'est ça. Mais c'est des scènes assez courtes, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est des apparitions. C'est ça, c'est des petites apparitions. Mais 30 jours, j'ai comme fait... C'est beaucoup, ça. Si lui, il a eu 30 jours, combien qu'Harry Daniel en a eu? Hey, ça me fait penser, tu nous as amené une feuille de... Oui, une feuille des services. Oui. Ben, en fait, ça, c'est l'outil qu'on utilise. Je ne sais pas où le pointer. Ça, c'est l'outil qu'on utilise. Ça, c'est pour alerte. Fait que je vais essayer de pas trop vous montrer parce qu'il y a des punchs. L'émission sur laquelle tu travailles. L'émission sur laquelle je travaille présentement. Puis sur cette feuille-là, en fait, c'est là où on inscrit tout ce qui va passer dans la journée. Donc, on a le nom des comédiens et l'appel. Ça, c'est entre autres mon travail de faire cette feuille-là. Puis de dire à quelle heure le comédien doit rentrer, se faire maquiller, coiffer. Et après ça, ben on a les scènes qu'on tourne, à quelle heure on rentre, puis qu'est-ce qu'on a besoin dans les scènes. Donc, c'est l'outil-là qu'on utilise. Puis en arrière, ben, c'est l'appel de tout le monde. Tous les gens qui sont sur le plateau, ben on va mettre toi, tu rentres à telle heure, tu rentres à telle heure, tu rentres à telle heure. Fait que c'est ça qu'on utilise sur chaque plateau de tournage. Il y a un exemple dans le livre. Mais c'est plus un exemple à l'américaine. Quand on peut voir, tu l'as dit tantôt, tu as regardé ça, puis je pense que Daniel il était calé à 8h15, sa chaise make-up, mais il était pas sur le plateau avant 3h l'après-midi. Fait qu'il y avait bien du stock. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de maquillage à faire, là, évidemment, dans ces films-là. Là. Ouais. Mais cet outil-là, c'est vraiment nécessaire. Là, c'est ce qui est l'affaire la plus importante sur un plateau de tournage. Tout le monde utilise ça. Là. Le call sheet qu'il y a dans le livre, c'est la scène où il rencontre Grope. OK. Puis... C'est tellement écrit petit que j'ai pas regardé, là, mais... Je t'ai collé sur le livre là, pour voir ça. Ouais. Ben, c'est intéressant, merci de la petite présentation. C'est toujours ça l'ajoute, pertinent c'est ça, on ajoute d'en savoir un peu détails. plus. Je t'enverrai au pire un PDF, puis tu me montreras si tu veux. Puis, ben, Voldemort est incarné dans ce film-là. On voit pas Ralph Fiennes, mais on voit Voldemort plus jeune à l'orphelinat, puis dans ses années à Poudlard. Son neveu. Le plus jeune, c'est ça, c'est le neveu de Ralph. Il s'appelle Hero. C'est lui qui joue dans les films After, pour ceux qui écoutent. After. C'est des films de filles. Ah. Je devrais pas dire ça comme ça. Non, mais j'écoute des films de films. C'est des films très romantiques et un peu intenses. Ben, c'est bien. C'est correct. Ouais. Je vais l'écouter. Un peu intense, genre cliché quétaine, je veux dire. C'est toujours bon, ça. Mais as-tu vu, toi, les After? After quoi? C'est juste After. Ben, c'est After le premier, puis après, t'as genre After We Collided, After... Ah non, mais là, je vais rajouter ça à ma liste. Mais moi, j'aime ça écouter... Moi, c'est tout ou rien, là. Soit j'écoute des films qu'il faut que je sois ultra concentrée, j'analyse tout, puis je suis comme, OK, ça s'en va aux Oscars, j'écoute ça. Ou j'écoute des films ultra légers. Pour faire la vaisselle. C'est ça. Ou que j'ai vu 100 fois, mais qui me relaxe. Puis j'ai même pas besoin de me concentrer. Ça me fait du bien, des fois, d'écouter des trucs quétaines. Ça me rassure. Ben, je comprends full. Fait que tu checkeras ça after. Mais je vais regarder ça, certain. Puis, pour terminer la section nouveaux personnages, nouvelles créatures, les inféries. Oui. Qu'on voit à la fin. Les inféries, c'est plus expliqué dans les livres, là, mais c'est des cadavres qui sont ensorcelés par de la magie noire pour rester vivants dans un sens. Là. Ben, pas rester vivant, là, c'est pas la personne qui vient à la vie, mais pour pouvoir bouger. Ils ont comme arrêté de pourrir, ils vont rester à l'état où ils sont, puis ils vont faire ce que la personne le commande. Là.
J'ai fait une petite recherche là, concernant le nom, parce qu'au début, tu sais, j'avais compris que c'était un nom, mais je comprenais comme pas trop d'où ça venait. Mais dans le fond, c'est du latin pour dire enfer. Fait que ça fait du sens, parce que quand tu regardes, ça a l'air de des gens... Ça doit être un enfer pour eux. Ouais, c'est ça. Donc, on leur donne un look squelettique, mais on veut pas que ce soit comme des zombies, parce qu'on veut, vu que c'est un cadavre, David Yates voulait qu'en quelque part, l'audience prenne en pitié les infirés, qu'on ressente de la sympathie en les regardant. Je sais pas trop à quel moment. Est-ce qu'on ressent de la sympathie un peu dans la scène? Parce que, tu sais, ils s'attaquent à Harry. Fait ils deviennent automatiquement les méchants qui permettent pas à Harry de ressortir de l'eau. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans leur visage, je sens pas l'agressivité. Je sens qu'ils sont plus en train de... Comme c'est un peu s'ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Fait que le corps est tout dégueu, tout ça. Mais la face, c'est pas une face méchante qui veut te tuer. C'est plus une face qui est là. Puis ah ouais, j'ai jamais remarqué. Moi non plus, je comprends un peu ce qu'il voulait dire par là. Fait que est-ce que tu t'attaches puis que tu as de la pitié? Pas vraiment. Mais tu te dis que c'est pas leur faute. Là. Est-ce que tu penses qu'ils les apportent plus dans un point de détresse, mettons, comme s'ils sont en détresse puis ils veulent se faire sortir de cette misère-là? Ben moi, j'ai senti ça un peu. Comme si... il était pris dans quelque chose, comme s'il faisait quelque chose puis il consentait pas à le faire. Là. Donc... je comprends. Ça, c'est ma lecture de ça. Là. Je vais porter attention à ma On s'est inspiré de photos de vrais corps morts. Ouais. Ça, là, ça m'a ayant été retrouvés dans l'eau pour développer le look des infirmiers. Ça m'a vraiment traumatisée. Je trouve que... Je comprends là, que tu veux bien faire ton travail, puis je suis 100% d'accord avec ça, de faire ces recherches, de pousser, mais ça, là, je trouve ça assez intense. Tu sais, je me dis, même pour les vrais cadavres, là, tu sais, il n'y a pas un petit peu un manque de respect là-dedans, là, de devoir les regarder pour s'inspirer de ça? Je sais pas. Alors, c'était ça pour les nouveaux personnages. Ensuite, j'ai des petites notes, par exemple, sur le party de Slughorn. C'est le fun comme scène, c'est beau, c'est un party, let's go, il y a du punch. Puis il y a les deux petites jumelles qui n'ont pas rapport. C'est qui? Je sais pas. Écoute. Aucune idée. T'es supposé avoir un vampire aussi. Dans le livre, il y a un vampire. Qui est invité, qui arrive juste pour le party de l'extérieur de Poudlard. De juste le souligner, j'aurais aimé ça le voir. Ben, on voit aucun vampire dans les films. Non. Alors que ça existe dans l'univers. Oui. Sanguini qui s'appelle. Sanguini. Légère ambiance comme asiatique, là, avec les lanternes, le rouge, le vert pour Noël, puis les grands... C'était super beau le décor. Des robes qui ont été bien choisies pour Hermione, Ginny, surtout Luna, qui a une allure de sapin de Noël, avec sa belle robe. Ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai noté sur le party de Slughorn. Il voulait y aller avec quelqu'un de cool, Harry, puis il a choisi Luna. C'est ce qui est drôle. Malfoy, maintenant. Ben, j'allais dire, on a aussi un personnage qu'on n'a pas parlé, mais Cormac. Ben oui, mon Dieu, il était même pas mentionné. Ben non, je sais. Mais il joue un petit rôle quand même important. Important. Non, pas tant que ça. Il met une petite pression à Ron un peu. Il meurt pas, lui, dans les livres? Non. Non, OK. T'es sûr? Continue. Il me semble que non. Pendant que je vais voir. C'est ça, on le voit. Lui, il tente d'avoir le poste de Ron, justement, de gardien de but. Oui. Hermione l'ensorcelle. Puis, c'est ça, je pense qu'il essaie de la causer pas mal au party de Noël. On voit une scène où elle décide de se mettre de la bouffe dans la bouche, là, puis je sais pas c'est quoi, là. Elle mange quelque chose. Oui, c'est ça, qui sent super mauvais, là, pour lui donner mauvaise haleine. Là. C'est ça. Fait que ça m'a fait rire un petit peu, puis je trouve qu'il était bien joué quand même, le personnage. Il meurt pas. Il meurt pas. Hein. Si je me suis trompée de personne. Drago Malfoy. Oui. Bon. Hein? Turning point pour ce personnage dans le 6e film, pour l'acteur aussi. Ah oui. Hein? Qui, lui, ça a comme changé... ça lui a redonné le goût de faire du acting. Il y a eu du stock, là. Ben, tu sais, Malfoy, là, on s'entend que depuis le début, c'est un peu mentionné dans le livre, mais il joue toujours comme le baveux, bully. Tu sais, il est jamais... Le rival pas fin. C'est ça. Tu sais, il est comme tout le temps méchant, mais il a jamais comme lui, il a jamais vraiment de confrontation, tu sais. Puis il est jamais impliqué vraiment dans le récit, dans les actions qui se passent vraiment, là. Ouais. C'est ça. Tandis que là, c'est beaucoup à propos de lui dans ce film-là, parce qu'il y a comme des grosses tâches, il y a des grosses décisions à prendre qui vont impacter tout le reste de sa vie, là. Oui. Fait que c'est
Ben, tu vois Malfoy comme on l'a jamais vu dans les autres films, comme tu dis. Tu vois plusieurs émotions dans son visage au travers de plusieurs scènes. De la peur, de l'inquiétude, quand il est pas capable de dormir, quand il est devant Dumbledore à la fin. Mais on vouch pour lui, là. Puis oui, tu le prends en pitié. Ben oui. Puis lui, tu sais, Malfoy, ben ça c'est plus dans l'histoire, mais c'est vraiment là qu'il réalise qu'il veut pas faire tout ça, tu sais. Non, c'est ça. Puis effectivement, il se le fait imposer, là. C'est sûr qu'en tant qu'acteur, pour lui, de pouvoir développer son personnage de cette façon-là, ça y a apporté comme un deuxième souffle, je pense, pour poursuivre les films. Exact. Et dans le 5, là, il y a une réplique, Malfoy, dans le film. C'est ça, là. Il est à l'écran comme 1 minute et demie. On le voit comme dans l'escouade d'ombrage, mais il parle pas. Puis il dit juste un commentaire à Harry en sortant du train au début du film. Mais là, t'as beaucoup de répliques. Puis non seulement, comme on dit, vraiment une implication dans l'histoire, là. C'est ça. Il y a du travail à faire sur son personnage pour arriver à ces émotions-là. C'est des choses sérieuses aussi qui tournent. La plupart du temps, ce qui tournait, c'est des choses un peu comiques. Ou tu sais, juste pour... film comique, là, mais là, des insultes, des trucs. Ça tourne sur lui, pas sur les autres, là. C'est ça. Puis en plus, on dirait, je le savais, mais j'aimais mieux comprendre pourquoi. Tu sais, le fait qu'il est comme pas en robe de sorcier. Pendant toutes ces scènes qui est à Poudlard, il est en habit, genre, il est en soute. Comme Voldemort au début du film. Mais, tu sais, puis ça, c'est un peu pour montrer que lui, il est déjà done avec Poudlard. Il est déjà parti. Lui, il est déjà avancé, il est ailleurs. Ben, il sait qu'il s'en va une fois qu'il a accompli sa tâche. Ça peut prendre 2 semaines ou 3 mois, mais il sait qu'il s'en va après ça. Ouais. Puis il a fait un excellent travail, ceci dit. J.K. Rowling lui a écrit une lettre pour lui dire à quel point il était bon. Puis il a encadré ça. Puis il a dit « Joe wrote to me, Joe. » Joe. Une lettre de Joe. Mais c'est sûr que, tu sais, comme il mentionne justement, quand il reçoit cette lettre-là, de recevoir cette reconnaissance-là de l'autrice, quand même, là. Tu sais, t'as de quoi être fier en tant qu'acteur de faire comme, hey, l'écrivaine de ce livre-là, là, a dit que j'ai fait bien ma job puis j'ai bien représenté. C'est un très bon acteur. Oui, vraiment. Tu le vois dans ce film-là. La bonne scène dans les toilettes aussi, là, quand il se bat avec Harry puis qu'il se fait faire Sectus Sempra, c'était super bon aussi. Là, tu le vois la détresse, il pleure devant le miroir, tout ça. Puis même Harry, on voit dans son regard qu'il y a un peu pitié de lui. Là. C'est pas il est lui comme, qui l'a attaqué. Je pense que c'est plus rough que je pensais, là, ce qu'il fit. C'est ça. Réalise, t'sais. Mais il lâchera pas, puis c'est bien, mais non, c'est... Puis, tu sais, petite parenthèse là, sur Tom Felton, là, mais avez-vous... je sais pas si vous avez vu ça, mais il a tourné dans une pub pour... j'en ai parlé dans mon autre épisode. Mais c'était juste ça qu'on a dit. Avez-vous vu la pub ça. Mais je trouvais de Uber Eats? Je trouvais ça quand même comique, tu sais, parce que il amène tellement le monde de la magie encore. Tu vois qu'il est vraiment encore investi. C'est le plus impliqué. Vraiment. Puis Evanna Lynch, c'est les deux, les deux frères aussi, Wesley. Oui, jumeaux Phelps. Dumbledore. Je voulais juste parler de Fred. James Phelps, qui a fait ta job. Là, c'est ça. Non, moi, je suis allé lire là-dessus parce que là, j'étais pas d'accord. J'ai besoin de plus de contexte. J'étais pas d'accord. C'est comme, non, tu peux pas être un acteur puis être assistant à la réalisation. Non, ça fait pas de pas question. Il a fait une journée. n'aurait jamais permis ça. Il a fait un petit stage. Non, mais puis là, je suis allé voir sur IMDb. Ouais. Puis il est attitré vraiment. Il y a un titre. Puis... Pour tout le film, là. Moi, c'est ça, je comprenais pas. C'était pas pour tout le film, mais Floor Runner sur IMDb. Fait que c'est pas assistant à la réalisation. Non, c'est ça. Sur IMDb, c'est Floor Runner. Fait que c'est comme un peu s'il était assistant à la production. Donc, il aidait les producteurs, il aidait un peu tout le monde. Ben, un peu comme quand il se fait demander, tu sais, d'avoir un thé, de l'eau, tout ça. Je me disais, tu sais, je comprenais pas trop le lien. Là. Je comprends que c'était des blagues, je pense qu'il faisait ça, mais en tout cas, j'ai pas compris pourquoi ça a eu lieu. Pourquoi il voulait peut-être s'impliquer puis apprendre un peu sur la production puis tout ça, puis il a dit, tu sais, fait qu'il est resté plus sur le plateau puis il a aidé à faire des affaires. Ben, je vais juste c'est parce que ça devient des longues heures faire ça. C'est ça que je voulais dire. Ben oui, je l'avais noté. Dumbledore, rapidement, le fameux début du film là, qu'on n'aime pas trop, puis tu sais que Dumbledore vient chercher Harry, puis là, à un moment donné, il y a comme une pub qu'on voit, une affiche avec une femme. Puis au départ, Dumbledore devait avoir une réplique du genre, ben là, il est avec Harry, il regarde l'affiche, puis là, Dumbledore dit du genre, il lit l'affiche, le slogan, puis il dit des cheveux soyeux, quelque chose de même. J'ai connu une femme comme ça. Puis là, J.K. Rowling, elle a dit je peux pas dire ça parce qu'il est gay. Puis là, ouais, c'est ça. Ben,
C'est de même qu'ils l'ont su, dans le fond, les producteurs, mais c'est pas une information qui affecte le récit. Excusez à Michael, hein, parce que Michael, il savait pas plus, là. Michael Gambon, oui. Ouais. Était genre, je m'excuse de t'avoir hâté. Mais t'es gay. En passant, t'es gay. Ça fait 3 ans que tu joues le personnage, là. Puis mon prochain point, c'est la mort de Dumbledore, que Michael Gambon, je savais même pas que ça arrivait avant de lire le script. Je suis comme, comment tu le sais pas? Comment toi, qui joues Dumbledore depuis Le prisonnier d'Azkaban, donc depuis 2003, disons, les dates de tournage, le sixième livre dans lequel il meurt est sorti en 2005, puis ça, c'est tourné en 2009. Je suis comme, personne t'a dit, hey, Dumbledore meurt dans le 6e livre qui vient de sortir. Oh, on va pas le dire à Michael. Tu sais, je comprends pas, ça fait pas de sens dans ma tête qu'il le savait pas. Ben, qu'il l'a juste su à la réception du scénario, franchement. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il voulait rien lire, puis peut-être pas discuter. Il lisait rien. Il avait dit ça. Il lisait rien parce qu'il voulait créer son propre personnage. Exact. Puis peut-être à cause de ça, les gens sur le plateau se sont abstenus de lui dire qu'il allait mourir. Oui, mais mettons, si on enlève les gens sur le plateau, bon, OK, peut-être, mais les gens à l'extérieur, tu sais, mettons, sa famille, c'est sa petite fille qui voulait qu'il tourne dedans. Ben moi, c'est à ça que je pense. Je pense à l'extérieur, à sa famille. Mais je me dis peut-être que ces gens, tu sais, peut-être que lui disait, ben moi, quand je suis en dehors du plateau, je veux pas qu'on en parle pour pas affecter mon personnage. Dites-moi pas ce qui arrive à Dumbledore dans les livres, ça se peut. Si vous les lisez. Peut-être, vous avez raison. Mais, tu sais, ça reste que quand même... C'est assez spécial que, tu sais, il y a comme vraiment eu un choc, là. Ça existait moins aussi, les spoilers sur Internet à l'époque, fait que... Oui, c'est sûr. Ça se peut. Puis bon, ben Daniel Radcliffe a trouvé la scène de la mort de Dumbledore difficile à jouer. Je pense qu'il fait référence au moment où il est vraiment sur son corps, avec tout le monde derrière, qui lève leur baguette. C'était pas sa meilleure scène. Oui, comme en y repensant, pas sûr encore aujourd'hui que je l'ai bien joué. C'est sûr que c'était Bonnie Wright à côté, ça t'aide pas bien. Juste cette scène-là, Daniel, on peut c'est ça, oui. Ah oui. Ginny qui est genre à côté de lui, là. Tasse-toi, là. Tasse-toi, vraiment. Ginny, là. C'est qu'on l'aime pas. Je suis capable. Mais oui, ça a été tough pour lui. Puis c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une scène tellement importante. Là, je veux dire, tellement. Ça a gâché un peu le... Mais tu sais, pour faire une petite comparaison avec ce qu'on disait pour Sirius puis Harry tantôt, ben tu sais, là, t'as vraiment un build-up de la relation Harry puis Dumbledore qui est encore plus renforcé dans ce film-là. Oui, parce qu'il mentionne un peu... Ça mord à fesse, là. C'est ça, parce qu'il mentionne que Dumbledore puis Harry deviennent plus des amis dans ce film-là plutôt que la relation directeur-élève. Là. Ça devient plus comme d'égal à égal. Dumbledore sait qu'il est en train, tranquillement, pas vite, de préparer Harry à la bataille qui s'en vient. Dumbledore sait qu'il va mourir, fait qu'il est comme... Ouais. Il y a une urgence de développer, c'est ça. C'est ça. Mais... j'ai besoin de toi. Harry, ben en fait, Daniel, ce qu'il disait aussi, c'est... Tu sais, il a quand même vécu plusieurs morts depuis le début d'Harry Potter. Fait que je pense qu'il a trouvé ça peut-être un peu difficile de l'amener au bon niveau. Puis comment le jouer différemment. Il mentionne, tu sais, il dit comment t'amènes ça d'une autre façon, mais que ça soit quand même un deuil. Mais je trouve quand même aussi que c'était assez négligé comme scène. Ouais. Bon. Les nouveaux endroits. Rapidement, chez Rogue. Spinner's End. Il aurait bien voulu filmer dans une vraie maison, c'est ce que j'ai lu. Une vraie maison, là, de type, tu sais, les petits quartiers avec toutes des maisons pareilles, ça remonte peut-être aux années 50, les quartiers ouvriers plus. Mais ils n'ont rien trouvé qui était comme authentique parce que les maisons avaient subi, des rénaux ou des extensions, puis tout ça. Fait qu'ils n'ont comme pas eu le choix de construire, encore une fois, leur propre version à Leavens Den Studio. Je sais même pas quand on voit Narcissa puis Bellatrix marcher dans le quartier, si c'est CGI, je pense que oui, parce que, comme je vous dis, ils n'ont pas pu retrouver un quartier aussi intact. Là, ça a l'air... ils ont l'air dans une autre époque là, pendant cette scène-là. Fait que, le bureau de Slughorn, on en a un peu parlé tantôt, donc un plus gros bureau qui va avoir un foyer, une terrasse. La terrasse, je pense pas qu'on la voit, là, mais ça mentionnait qu'il y a une terrasse, un piano. C'est gigantesque, là, tu sais, c'est quasiment une maison complète. Cette pièce-là sort d'où? Dans le château? C'est pas l'ancienne salle sur demande? Non. C'est qu'ils ont utilisé le set. Dans l'histoire, cette pièce-là était où auparavant? Oui, c'est vrai. Hein. Mais en même temps, c'est tellement gros. Ils ont utilisé le set de la salle sur demande, puis la salle des trophées. Ouais. Ils réutilisent beaucoup les sets, ça coûte moins cher. Ben là, c'est sûr. La quantité d'argent qui est investi là-dedans, ils n'ont pas le choix à un moment donné de faire des économies parce que là, ça n'aurait plus de sens. Là. Il n'y aurait plus de profit au bout de la ligne. Non. Fait que non, je sais pas d'où elle sort cette pièce-là. En tout cas, elle est bien belle, il est chanceux. La boutique des jumeaux. Ouais.
qui est le seul endroit coloré et animé sur le chemin de traverse. Donc, tu sais, c'est ça. C'était de mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de joie dans comment c'est présenté à l'écran. Beaucoup d'orange pour fitter avec la palette des Weasley. Le logo est orange. Le petit bonhomme qui lève son chapeau, je pense qu'il est habillé en orange. Puis évidemment, il a les cheveux orange. Ils se sont inspirés de jouets japonais des années 50, 60, 70 pour le look des articles qui sont vendus dans la boutique. Super intéressant. Puis là, c'est là qu'il mentionne que James Phelps, dans le livre, là, c'est mentionné qu'il était assistant royal. Puis là, j'étais comme plein de points d'interrogation. Mais merci, Kevin, d'avoir fait la recherche pour répondre au questionnement. Puis, on l'a pas dit tantôt dans le 5e film, dans les nouveaux endroits, parce que j'aimais mieux le garder pour le 6e film, mais la salle sur demande qui est introduite dans le 5, mais, tu sais, dans le 5, c'est une pièce vide avec des miroirs. C'est ça. Alors que là, dans le 6, tu as vraiment je veux pas dire la vraie salle sur demande, mais c'est elle qui revient souvent parce que c'est un endroit où tu as besoin de cacher quelque chose ou que tu as besoin de faire quelque chose. C'est la vraie salle. C'est elle de base, là, où il y a des milliers d'objets, dont, si vous portez attention, des objets qu'on a vus dans les films précédents, genre les pièces d'échecs du premier film. Oui. Les lanternes du party de Slughorn, de ce film-là. Quoi d'autre? Avez-vous déjà remarqué? Non. Il y a tellement de cochonneries. C'était quand de bandouche, là. Puis, tu sais, tantôt, t'as dit que t'aurais voulu dans le 5e film la scène qu'il gosse sur le médaillon. Moi, j'aurais aimé... Tu sais, s'il avait fait ça dans le 5, dans le 6, il aurait pu mettre la scène où que Harry remarque le diadème sans y porter plus attention que ça, mais il s'en rappelle dans le 7. Il cache le livre, en fait, du prince de Sang-Mêlé. Il le cache proche du diadème. Il rajoute un buste. Puis là, pour se souvenir du buste, il trouve un diadème qui est le foutu Horcrux. Ouais, c'est ça. Il le met sur le buste pour s'en rappeler. T'sais. C'est vrai que l'emphase n'est pas tellement mis là-dessus, alors que ça aurait dû l'être plus pour qu'on comprenne davantage. Là. C'est comme si les scénaristes, quand ils adaptent le livre, ils prennent vraiment juste en considération le livre. Puis là, c'est Joe qui doit intervenir en disant, ben ça, faut-tu le mettre parce qu'il y a quelque chose qui arrive après. Moi, je pense que les scénaristes et les réalisateurs auraient dû lire l'entièreté des livres avant de... Ben, tu sais, je comprends le 1, mettons, tous les livres n'étaient pas sortis, mais rendu au 6e c'est film... C'est ça, quand la suite est sortie et est disponible... Tu dois le lire pour voir, puis comme... que ça fasse du sens, qu'est-ce que tu fais, là. Parce qu'ils ont préféré envoyer Harry avec Ginny se frencher. Ah, ça, là, aussi, là. Ça, là, moi, je me suis noté quelque chose, là, parce qu'il disait... Dans le livre, ça disait qu'on peut voir la différence entre la relation de Cho puis Harry, puis de Harry puis Ginny. Aucunement. Moi, je trouve pas. Pas du tout, là. Dans les deux cas, c'est awkward. De toute façon, chaque fois que Harry puis Ginny sont ensemble, chaque fois que Ginny est dans une scène point, c'est malaisant. S'il y a quelqu'un à côté de moi qui l'écoute, je suis gêné. Je suis comme, j'ose même pas le regarder tellement je suis gêné de la scène. Je suis comme... C'est vrai, tu sais. Ah, non. Ferme tes yeux. Puis là, je suis comme... Urk. Mais pour revenir à la salle sur demande, ceci dit, moi, j'ai trouvé ça assez bien fait. Là. Je trouvais que l'espace était vraiment bien fait. Il y avait tellement de stock. Puis on le voit plus dans le 7e aussi, parce qu'ils se promènent dedans. Là, mais j'ai trouvé ça bien le fun. Ils n'ont pas précisé s'ils ont vraiment rempli la pièce au complet avec des vrais objets. Là. C'était comme pas... ou s'il y avait du... Ouais, c'est ça. Du CGI, une partie, puis du vrai... Ils ont dû faire comme des corridors, puis après ça, le reste... Ouais. Pour le reste des nouveaux endroits, des lieux là, qu'on découvre, l'orphelinat, brièvement. Là. Ouais. Ils étaient en repérage pour des endroits pour la demeure de Rogue. Puis, ils ont aperçu un building, là, vraiment au hasard, à Liverpool. Puis, ils se sont inspirés de ça pour créer l'orphelinat. Ils ont repris un peu ce qu'ils avaient bâti pour le Square Grimoire dans le 5e film, puis ils se sont construits un orphelinat, encore une fois, sur les lieux, au studio. C'est ça. Puis, tu sais, un look très froid, très sombre, parce que Voldemort peut pas avoir grandi dans un endroit le moindrement heureux. Il faut que ce soit dark, puis sale, puis plate. Il a eu aucune chance, lui. Non. Je le prends pas à pitié, mais il a eu aucune chance. Il a eu la chance que Dumbledore est allé le chercher, puis qu'il a proposé de l'amener dans une école qui aurait pu changer sa vie positivement. Le mal est fait à cet âge-là. C'est ça. Ils sont gâchés. Tu sais. Moi, je pense qu'il aurait pu choisir le bon côté, mais il a décidé de choisir le pouvoir. Mais le bon côté, c'est l'amour. Mais il n'a pas connu d'amour. Il est né sans amour. Oui, mais il n'est jamais trop tard. La cave des Horcruxes, la caverne. Bon.
Les falaises, ça s'appelle Cliffs of Mother, dans l'ouest de l'Irlande. Puis il y a full de fans qui vont là juste pour être comme sur le bord des falaises. Puis être genre, lieu de tournage. Je suis comme, mon Dieu, tu veux? Peut-être que je vais le faire un jour. Ça serait mon genre de faire ça. Oui, mais tu sais, mettons, tu vas à Londres puis tu vas voir les lieux de tournage. Ils sont pas loin l'un de l'autre. Là, tu vas jusque là pour voir les falaises qui apparaissent 5 secondes. Ouais, c'est ça. Oui, mais là, à Liverpool, il y a d'autres choses à voir quand même. Non, c'est pas à Liverpool, ça, c'est dans l'ouest de l'Irlande, les falaises. Ah oui. Liverpool, c'est juste ce qui a inspiré l'orphelinat. Ah oui, excuse-moi, j'ai Mais j'étais allée à Liverpool, puis c'est vraiment nice. Juste pour autre chose, là. Ouais. Très Beatles focused, évidemment. Oui. Bref, fait que la cave des Orcrus, blablabla, ça aussi, ça a été fait beaucoup en CGI, évidemment. Là. Mais ils ont été, là, ça, je sais pas si c'était dans mes notes extra que j'ai lues, mais pour créer la vraie cave, là? La vraie entrée de la cave? Non, ils ont... non, ça, mais sais-tu quelque chose là-dessus? Ben, c'est ça qu'ils cherchaient. Ils ont fait l'entrée de la cave, c'est une vraie entrée, là. Ils étaient vraiment dans une vraie cave, là. Caverne. Mais une cave, ça fait un peu maison. Caverne, oui, mais non, mais moi aussi, je dis la grotte, là. La grotte. Oui. Juste la petite entrée où ils sont dedans, puis que là, normalement, c'est supposé... Ce que j'ai compris, c'est que c'était une... Attends, mais ça, là, je m'en rappelle plus, parce que souvent, j'avance tout ce bout-là, parce que moi, je peux pas voir Dumbledore qui supplie pour de l'eau, je peux pas voir les infirmiers, je peux pas voir tout ça, moi, je peux pas voir. Fait que souvent, j'avance. Jusqu'à temps qu'ils reviennent à le tour de... Moi aussi, j'ai peur. J'ai peur. Moi aussi, mais j'ai peur, j'aime pas l'inconfort, ça me fait ressentir. Fait que dans le fond, ils arrivent aux falaises, sont sur le bord, après, ils sont sur le rocher, sur l'eau. Non, ils sont sur le rocher en premier, avant de rentrer. Dans le livre, ils nagent jusqu'à la caverne. Oui, Dumbledore nage. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi tu fais pas juste... Fait qu'on voit vraiment une ouverture dans les falaises. Ouais. Qui existe peut-être pas pour vrai, là, ils l'ont créé. Ouais, sûrement. Visuellement. OK. Je me rappelle. Mais oui, c'est ça. Ils se téléportent dans une place au milieu de l'océan avec la vue sur la falaise. Ils se sont inspirés d'une vraie grotte de cristaux qui est en Suisse. Ils sont allés comme visiter ça. Puis ils sont aussi allés visiter une mine, genre 20 km sous terre, en Allemagne. Tu sais, comme tu veux, là, pour vraiment recréer le plus possible quelque chose de... Ils ont tellement d'argent. Oui. Puis pour terminer, la tour d'astronomie. Ouais. C'est la seule fois qu'on voit la tour d'astronomie. Oui, c'est dans le seul film. La tour d'astronomie qui est utilisée à Poudlard pour les cours d'astronomie. Ils ne sont pas mentionnés dans les films, ces cours-là? Non. Puis c'est vraiment... Moi, des fois, je comprends pas trop la différence. Ouais. Non. Non. Il vient remplacer Trelawney en divination. Ah oui, c'est le professeur Sinistra qui enseigne astronomie, mais des fois, il y a des similarités en divination. Oui. Ils font leurs cartes basées sur l'alignement des étoiles. Fait qu'en astronomie, en tout cas. Mais je pense que l'astronomie, c'est vraiment plus... Tu sais, justement, par rapport au ciel. La science de l'univers, des étoiles. Exact. Tandis que divination, c'est plus moins comme... scientifique. Oui, c'est un peu comme l'horoscope, ces choses-là. Là, dans le fond, la tour d'astronomie, elle a été décorée comme vraiment... décorée comme... Le set, c'était très sphérique. On voulait mettre... beaucoup de sphères, des miroirs, des instruments scientifiques, des télescopes. Puis, tu sais, il y a comme des cerceaux entremêlés. Il y a comme une grosse structure. Donc, c'est ça un peu le look qu'on a voulu donner à la tour d'astronomie. Oui, très beau. Puis le film se termine, puis ils sont là, tu sais. Ouais. Alors, avec le femme sec qui pleure, puis qui s'en va au loin. Ils ont considéré mettre les funérailles de Dumbledore dans le film. On le voit dans ce livre-là, puis je vais vous mettre l'image. Ça aurait été bien. Un personnage aussi important... Il y a eu les funérailles d'Aragog, Christy, mais il n'y a pas eu les funérailles de Dumbledore. C'est vrai. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Quand je dis des manques de jugement, tu sais, pourquoi? C'est tellement important dans le livre, puis Harry qui dit à Ginny, comme je m'en vais, je peux plus sortir avec toi, j'ai besoin de te protéger, c'est fini. C'est là qu'il prend la décision de, là, je vais prendre la route que Dumbledore m'a donnée, là. C'est là qu'il prend. C'est fou. On revoit Dolores Sombrage qui revient, il est frustré. Tout le monde est là, le mage des centaures. C'est super beau, c'est super important. Le ministre de la magie qui est là. Dans le film, il y a cette conversation-là avec Hermione à la tour d'astronomie, avec Ron assis dans le background qui dit rien de toute cette scène-là. Ron dit rien, il fait juste les écouter. Tu vois déjà peut-être qu'il est comme en retrait. Est-ce que c'est pour genre set de tone pour le prochain film? Je ne sais pas. J'aurais aimé les funérailles de Dumbledore, tu sais. Ouais. Très de même. On appelle ça un concept art. Fait que vraiment, comme, il y a quelqu'un, je pense, qui peut comme aider à visualiser les scènes puis certains moments qui pourraient être pertinents. Tu sais, peut-être que les funérailles étaient inclus dans les premières versions du script. Peut-être. Je sais pas. Mais ça a été tassé. Décision. Ouais. Fait que dans le fond, qu'est-ce que t'aimes pas du 6? Bon. Ça part. Ce que j'aime pas du 6, la couleur. Je l'ai dit, c'est brun, c'est pas le fun du tout à voir. J'aime pas ça.
Mais ça, c'est mon goût personnel, ça n'a pas rapport. Ben, je suis quand même d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec ça, par exemple. Ce que j'ai pas aimé, c'est les choix des scènes. Moi, là, ce que j'ai adoré du livre, c'est un de mes livres préférés, c'est le 6e, c'est l'évolution de Voldemort, de Tom. On le voit dans le film quand il a 10 ans puis que Dumbledore vient chercher. Mais on le voit après, dans tout plein de situations. C'est là qu'on découvre vraiment les Horcruxes. Puis on découvre les Horcruxes avant de savoir que c'est des Horcruxes parce qu'il sait grâce au souvenir de Slughorn qu'il va aller chercher plus tard. Anyway, Dumbledore, il le savait pas mal déjà, mais il voulait juste être sûr. On apprend qu'il y en a 7, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'il faisait. On voit l'évolution de sa face. On apprend aussi pourquoi le poste de défense contre les forces du mal il est cursed. Parce qu'il est allé demander à Dumbledore, là, alors qu'il était déjà devenu Voldemort, qu'il avait déjà ses mange-morts, qu'il avait déjà commis des affaires assez incroyables. Il était là à l'école, il n'était pas encore en état d'arrestation, ce gars-là. Là. Il se promenait librement, puis il est rentré à l'école, il a dit à Dumbledore, hey, j'aimerais ça enseigner. Il voulait enseigner les forces du mal, en fait. Là. Il voulait modeler un peu les étudiants à son thinking. Fait que tout ça, on n'a pas vu ça. J'ai trouvé ça très, très dommage. Ben, c'est sûr que c'est dommage qu'il y a juste 2 souvenirs. Ben, c'est t'as le souvenir de l'orphelinat, puis t'as le souvenir qui demande c'est quoi un Horcrux. Ouais. Alors qu'on a avec Ephesia Smith puis son elfe pour le diadème, on a quand il va travailler chez Barjo et Burke, c'est toutes des affaires que je trouve qui auraient été le fun de voir sur le personnage de Voldemort, qui est quand même assez important dans l'histoire. On a même un souvenir sans Voldemort chez les Gaunt. Avec Merope puis la bague. Exactement. La bague, c'est... Ça, c'est pas pertinent au film, mais en tout cas. Non, mais juste pour dire l'étendue des souvenirs. C'est le fun, tu sais. Puis la maison où il vivait, puis l'histoire d'amour, comment que ça s'est développé. Puis là, c'est là que tu comprends que sa mère, à Voldemort, qui était une magicienne qui, elle, a fait tomber en amour, Tom, le père, grâce à un fil d'amour, tout ça. Puis là, c'est là que tu comprends dans quelles circonstances il est né, Voldemort, puis... Pas que tu justifies ses actions, mais c'est que tu comprends qu'il n'y a aucune chance pour lui. Il ne sera jamais une bonne personne. Il est né dans de la fausse amour. Il est petit. Ouais. On comprend d'où il vient. Ça marche pas. C'est pas de sa faute s'il est né de même non plus. Il n'est pas demandé à naître. Fait que tout ça, on voit pas ça. Il y a des scènes inutiles, dont l'attaque des mange-morts dans la maison des Weasley qui pogne en feu. Qui n'est pas dans le livre du tout. Ben non. C'est l'hiver, ça, du temps passé dans cette scène-là. Ce qu'on rappelle, c'est l'hiver. Ils sont en vacances de Noël. Ouais, ils n'ont aucune neige dehors. Là. Ils sont en T-shirt dehors. Puis, on a aussi le malaise de la tache de soulier là, de Ginny. Le lacet détaché. Oui, le lacet détaché. La première scène aussi de... Trouves-tu qu'il y a des longueurs? Moi, je trouve que s'il y a un film où il y a des longueurs, ce serait peut-être lui. Des moments avec Slughorn, c'est comme... on accouche dessus, là. Là, vous m'en parlez, je suis en train de me dire que c'est plus mon préf. Ben, on n'est pas là pour changer ton avis. Non, mais je suis d'accord quand même. C'est pas une discussion genre contre le film. Il y a des longueurs, oui, mais c'est parce défauts. que c'est des choses qui sont moins importantes à l'histoire, qui sont amenées. Fait que... Alors que le 7.1 puis 7.2, t'as pas de scène inutile comme ça, vraiment. Mais non, tout est il en manque, évidemment, c'est sûr. Mais t'as pas il y a rien que je comprends pourquoi ils ont fait ça de même. Tu sais, ce livre-là aurait pu être facilement 2 films à cause du contenu. Il y a tellement de choses importantes pour la suite. Fait que c'est ce qui fait qu'il y a des scènes qui ont été écartées, des scènes qui ont été achetées qui ont juste pas rapport. Le look entier du film brun, je trouve ça laid. Je veux dire, tu peux pas passer de bleu puis de mauve puis de noir à brun. Ça va. Puis, cette foutue relation-là de Harry et Ginny qui fonctionne pas. Mais pas des personnages, mais des acteurs qui fonctionnent pas. Fait que tout ça, c'est assez malaisant. Puis, y avait-tu d'autres choses? Il y en avait plein, là, mais c'est pas mal ça. Ouais. Je trouve juste ça poche. On a mal utilisé les souvenirs qui étaient super importants. Puis, aussi, j'aurais aimé ça voir Dumbledore débarquer chez les Dursley. Ouais, c'est vrai, il vient chercher Harry au Privet-Time. Puis il parle aux Dursley, là. Puis il leur dit, là, vous avez vraiment été de la merde avec Harry. Là. Je vous avais demandé de l'accueillir comme un enfant. Vous n'avez pas respecté ce que j'ai demandé. Puis vous l'avez martyrisé, tout ça. Je suis pas d'accord avec ça. Puis là, il explique qu'il va avoir 17 ans. Il faut qu'il revienne l'été prochain. Parce que sinon, il va demain, bref, il explique tout ça de ça. Je trouvais ça important puis pertinent. Qu'on l'a pas. Non, c'est mieux c'est vraiment mieux la scène dans le café puis au métro.
Puis il y a ça, puis il y a des choses que je comprends pas aussi que tu décides de mettre. C'est-à-dire Harry qui lit son journal de magicien dans un monde moldu. À la limite, là, il aurait pu le faire, mais me semble, là, il l'aurait déposé à plat. Un peu, là, il n'aurait pas fait ça. Pourquoi tu amènes ça? C'est des choses qui amènent puis ça sert à rien. Fait que c'est des petites frustrations. Non, mais c'est vrai qu'il n'aurait pas fait ça parce que, tu sais, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de faire de la magie en dehors de Poudlard. Oh, mais ça, il en a fait pareil dans les films pareils. Puis, Oui, mais tu sais, je veux dire, les raisons pourquoi il en a fait, des fois, c'était un peu plus justifié, là, si on peut dire. Sauf que ça, tu sais, à quoi ça sert? Tu sais, il n'aurait pas fait ça. Là, il n'est pas stupide. Il sait qu'il ne faut pas que ce soit dévoilé, là, que le monde existe. Là. Ben merci pour vos commentaires sur le 6. Merci. Ça me donne le goût de la regarder. Mais non, c'est un beau film quand même. Eh oui. Ben merci. Mon Dieu, c'était intéressant. Ça passait vite. Oui. Puis voilà, la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être pour la dernière discussion sur les 2 derniers films. Mon Dieu, déjà. J'ai bien hâte de lire ces chapitres-là puis d'en discuter avec vous. Donc, merci encore. Ça fait plaisir. Merci à toi. Puis là, ben, on va se déplacer à l'après-show, la salle sur demande. J'ai des petites questions que les gens ont envoyées pour vous. Puis on peut poursuivre notre discussion sur les choses qu'on déteste du 6e film. Cool. Ou peut-être les choses qu'on aime. On sait pas. On peut essayer quelque chose qu'on aime. Ouais, peut-être on pourrait aller dans le positif. On ira là. Laisse-moi y penser. Ouais. Laisse-moi y penser. Ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. À la prochaine. Merci. Bye. Bye.